Elvira, est-ce que tu peux te présenter à nous? Parce que nous, on te connaît sur le prénom de Elvira, mais est-ce que tu peux faire une petite présentation en quelques lignes? Ah, bien sûr. Bon, je tiens à avoir précisé, comme je le dis toujours, le français, c'est pas mon fort. Donc, du coup, vous allez comprendre le peu que j'ai à vous offrir, en fait. Je suis Elvira, comme connue sur TikTok, et de préférence que ça reste connu comme ainsi, parce que bon, faut toujours faire la différence entre Internet et la vie privée. Mais pour ceux-là qui me connaissent dans la vraie vie, connaissent savent déjà comment je m'appelle, en fait, véritablement. Mais on fera avec Elvira, c'est mieux, vu que c'est sur ce prénom-là qu'on me connaît, en fait, ici. Du coup, je suis une fille, donc voilà, une bonne fille étonne, de père et de mère. Je suis une maman de 6 enfants, mariée traditionnellement, bien sûr, à un noble anglophone de luxe, l'amour de ma vie. En fait, Elvira, c'est une jeune femme très battante et surtout travailleuse. Je suis une personne qui voit très loin, malgré que la vie ne m'a pas permis d'avoir certaines choses, mais à coup sûr, j'essaie de faire de mon mieux pour avoir une vie très posée et raisonnable, en fait. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire de moi comme C'est c'est- présentation. c'est tout ce qu'on a besoin de savoir en tout cas. Ce que tu nous donnes, c'est ça qu'on prend. Ce sont les miettes, oh. On va seulement prendre les miettes, il n'y a pas de souci. Donc, Elvira, Ouais. aujourd'hui, tu es en Allemagne. Mhm. Mais avant d'entrer dans ton intégration en Allemagne, l'histoire de ton intégration, ton parcours en Allemagne, on aimerait savoir comment Elvira est arrivée en Allemagne. Bon, à la base, arriver en Allemagne n'a jamais été euh, je vais dire quoi, n'a jamais été mon rêve. Voyager n'a jamais été mon rêve. Moi, je suis une personne, comme je l'ai dit, Dieu merci, j'ai grandi dans un foyer posé avec une maman et un papa mariés légalement. Et j'ai vu comment ma maman vivait. Et je me suis toujours dit, je serai une très bonne femme de foyer, mais entre-temps, j'aimerais aussi être une femme très riche comme mon papa. Mhm. Parce que ma maman, elle a toujours été une femme au foyer, qui éduquait les enfants et tout. Elle n'a pas eu besoin de travailler parce que mon père en avait assez pour s'occuper de nous. Donc, du coup, j'ai pris l'exemple des deux côtés. Et sur ce fait, je vivais avec mon mari au pays et tout. Il a eu besoin de se déplacer pour venir en Europe. Après 3 tentatives de visa qui n'ont pas donné, forcément, parce qu'on connaît comment ça se passe au pays. Ok. Et après, il a décidé de prendre la route. Et je me suis dit, tiens, si c'est pas la route, si c'est un chemin là où je peux m'accrocher facilement, sans toutefois avoir à la paperasse et tout, pourquoi je vais rester là? Surtout qu'à l'époque, j'avais des amis, j'écoutais des histoires comme quoi il est venu, il a laissé une femme au pays, il n'est plus reparti, il a épousé une autre et tout. Et à l'époque, on avait 3 enfants déjà. Je me suis dit, si je laisse ce garçon s'échapper, peut-être qu'il ne reviendra plus parce que c'est un homme qui est rempli de valeurs à rechercher. Et du coup, j'ai pris la décision de suivre ces derniers dans l'aventure. Bien vrai que je ne savais pas là où on partait, mais je me suis dit, fonce. Dans tous les cas, toute chose qu'on fait avec amour, ça finit toujours par triompher, même si c'est dans la misère. Mhm. Excusez, je vais aller. Donc, du coup, quand il a pris la décision de voyager, nous sommes venus ensemble. Notre parcours commence du pays, on tombe au niveau du Nigeria, parce que je ne vais pas trop donner comment nous sommes sortis du pays, parce que c'est quelqu'un qui sort d'un côté anglophone, dont nous tous on connaît les réalités et tout. Donc, du coup, je vais cacher certaines choses qui n'ont pas lieu d'être ici. Bon, on s'est retrouvé au Nigeria. Du Nigeria, on a coupé par le Niger, et du Niger, on a coupé par l'Algérie, et de l'Algérie, on a coupé par la Libye. Maintenant, le parcours, ça s'est passé comment? Pour arriver au Nigeria, on a eu à faire quelque chose comme 2 nuits de voyage et 2 jours. Nous sommes arrivés au Nigeria et du Nigeria, on a dormi là-bas. Et le matin, il y a des motos là au Nigeria, là, je ne connais pas trop comment on appelle ça. Ça nous a porté, nous faisant croire qu'on va partir, il y aura un transport qui nous attend et tout. Mais malheureusement, c'était là que l'enfer avait commencé. Oh, Je me rappelle qu'entre-temps, j'avais rempli un sac des beaux vêtements, des talons, comme ici Mamie Nyanga. Je petite me dis, motion. Petite motion, la mariée originelle. C'est-à-dire que, en tant que mamie Nyanga, quand tu remplissais le sac là, tu ne savais pas encore c'était quoi le beaux-arts. Quelle était ta définition du beaux-arts à ce moment-là? C'est vrai qu'en voyageant, on m'avait parlé du Beaux-Arts vu que j'avais un restaurant-bar à aider. Hein. J'avais eu des clients qui ont eu à faire le Beaux-Arts, mais qui m'ont briefé juste que le Beaux-Arts, c'est un voyage, tu voyages par la route, tu traverses le désert et tout, et tu arrives. Ils ne m'ont pas vraiment expliqué les réalités, mais ils m'ont quand même fait comprendre que s'il y a quelque chose de pire qui peut arriver, c'est que tu coinces au désert. Ok. Mais Après, dans le sac là, il y avait les talons. il y avait les talons, les body, les trucs pour séduire mon chéri et tout. Alors que tu allais talonner au désert, marche. Je ne savais pas en fait. Je me disais, je suis en train de voyager, je vais voyager en voiture et tout. Ça, c'était un voyage normal dès l'instant que j'avais mes espèces pour payer le transport. Je ne savais pas qu'arriver là-bas, j'allais avoir besoin de boire mes urines en fait pour survivre. Donc, Attends, tu as bu. l'histoire arrive, j'ai bu. Aïe, 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 aïe. Merde, Seigneur, que le temps ne passe pas vite. Mais ça sera, en tout cas, on t'écoute, maman. Ok? Hein? C'est-à-dire que ça, c'est un 2 en 1. Du beaux-arts à l'excellence. Du beaux-arts. Mais c'est-à-dire que ça, c'est un parcours, les gars. S'il vous plaît, tapoter. Tapoter. Voilà. Vas-y, maman, raconte. Merci de me passer la parole. Du coup, maintenant, quand on arrive, je porte le sac et tout, comme je dis, le voyage se passe bien du Cameroun au Nigeria, du Nigeria au Niger, non, du Cameroun au Nigeria, oui. À partir du Nigeria, on nous transporte, on nous met dans une voiture, on nous fait payer, on paye, ils nous font comprendre qu'ils vont nous laisser à la gare du Niger, oui, et que là-bas, de là, on va prendre les transports pour l'Algérie. Et c'est là qu'on monte dans les transports et tout. J'étais accompagnée de mon chéri et son petit frère. Et on a commencé à rouler et tout. On arrive à un niveau, les coupeurs de route sortent de nulle part. Ils commencent à tirer en l'air. Poum, 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 le monsieur s'arrête. Mais c'était un coup arrangé sur cette partie-là. Il savait ce qu'il faisait en fait. Ok. Donc, ce sont des choses qui s'arrangent pour le faire afin de dépouiller les passagers. Et Wow. quand ils nous prennent comme ça, là, ils nous prennent maintenant, ils nous exigent de monter sur des motos.
sur des motos et je monte avec mon mari sur la moto, son petit frère prend l'autre moto et c'est là qu'il commence à rouler avec nous dans un petit désert. Il y a là-bas un petit désert très petit mais avec des arbres au niveau de là-bas. Il traverse ça avec nous, il monte des collines et tout. On arrive quelque part dans un coin désert et quelques arbres avec une maison abandonnée. Et c'est de là maintenant qu'il nous balance là-bas à l'intérieur. J'ai toujours mon sac de talons, mais je ne laisse pas. Je garde espoir. Il faut bien que j'ai de quoi m'habiller pour ne pas me retrouver en tenue d'Adam et Ève si ce que j'avais sur moi se salissait. Donc du coup, j'avais toujours mon sac avec moi. On arrive dans la maison, là, on constate qu'il y a des frères là-bas et des sœurs qui sont là-bas avant nous, qui sont séquestrés là-bas parce qu'il fallait l'argent. Et c'est là que les gens là nous font comprendre que pour qu'on vous libère, vous devez payer 65 000 CFA, qui sont égales aussi à 65 000 francs CFA. Okay. Et d'accord, bien sûr. Et c'est de là maintenant, vu qu'ils nous avaient dépouillé de ce qu'on avait au moment qu'ils avaient fait, je vais dire quoi, ils nous avaient agressé étant dans la voiture pour nous mettre que sur les moutons, on n'avait plus rien. Mon mari il a déposé avec son petit frère et ils ont pris, je vais dire, la décision la plus risquée de leur vie parce que c'est deux frères, je rappelle même pas mes mères. Ce n'est pas les petits frères du quartier. C'est un grand frère qui a pris son petit frère pour sortir avec. Voilà. Donc, du coup, arrivé là-bas, ils ont pris la décision entre les deux que le grand frère il sort avec moi et lui il reste en otage, comme garantie. Donc, nous sommes sortis avec un bandit qui devait sortir avec nos centres-villes du Niger pour qu'on puisse prendre de l'argent 65 000 fois 3 et remettre maintenant avant qu'on ne libère le petit frère de mon mari. J'ai posé la question à mon chéri s'il était sûr de ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, je suis très sûre. C'est la décision qu'on a prise entre nous deux. Donc, du coup, tu dois juste obéir et tout. Vu que je suis une femme obéissante et dans tous les cas, c'était pas quelque chose à trop vouloir montrer que je vais rester ici. Donc, nous sommes sortis. Arrivé au Niger, il a appelé sa grande sœur. Vu qu'il avait laissé de l'argent derrière, sa grande sœur a envoyé de l'argent. On a retiré. On a payé les 65 000 fois 3 au bandit. Et à l'instant qu'il a reçu l'argent, il a appelé. Il a demandé qu'on libère le petit frère. Est-ce qu'on a quelqu'un? On dit, il a demandé qu'on libère le petit frère de mon mari. Non, j'ai répondu à quelqu'un. On continue à l'allemand. Question de faire un CA pour vie. Non, il y a exactement pas ton Donc, du coup, c'est comme ça qu'il appelle qu'on libère le petit frère de mon mari. Mon mari aussi dit, tu as déjà de l'argent, chose dessus, tu ne bouges pas d'ici si je vois pas mon petit frère. Parce que rien ne me prouve que si je te laisse partir, on va laisser mon petit frère. Nous sommes restés là avec le fainéant, excusez-moi du thème, parce que moi j'ai trouvé ça que c'est de la pauvreté et de la fainéantise, parce que arrêter des gens, séquestrer des gens pour 65 000 par tête, c'est juste être mentalement pauvre, parce que c'est pas une somme après tout. Bien vrai que nous ne sommes pas les seules personnes, mais je trouve que c'est un peu misérable selon moi, par rapport à la vie humaine, quoi. Mais il faut aussi voir, peut-être c'était 60, 65 000 comme ça, parce que, bref, ils se disent que si tu bosses là, c'est parce que tu n'as pas. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ça. Oui. Ah, sur ça, tu as raison. Et maintenant, quand on a vu le petit frère revenir avec un autre sur la moto, directement, celui-là, il a décalé, son petit frère il est venu, et on a continué notre programme. Et de là, maintenant, on s'est retrouvé qu'on ne savait pas comment avancer, parce que celui qui était censé nous accueillir quand on devait arriver, était déjà parti, vu que notre programme a été coupé par rapport au fait qu'on nous avait arrêtés, quoi. Donc, du coup, on a eu à dormir là-bas, en face de la gare au Niger, 5 nuits de suite, en plein air, sur les cartons. Pas par manque d'argent, mais parce que tu ne peux pas te permettre d'aller prendre l'hôtel au Niger quand tu es en train de bosser. Parce que si tu pars dans les cours, là, bien sûr, on devait te faire rentrer au Cameroun. On va voir ta carte d'identité et tout. On va te faire rentrer. Là, ça bougeait beaucoup. Donc, du coup, en face de la gare, il y avait un grand bâtiment. Le monsieur avait acheté un terrain qu'il a clôturé. Et c'est là-bas à l'intérieur que nous dormions. Et on avait mis des cartons au sol. Et je vous rappelle que quand il fait froid ici, ce froid arrive jusqu'au Niger, malheureusement. C'est vrai que c'est pas pareil, mais ça arrive quand même là-bas. Et en ce moment-là, vu que c'était en novembre, on dormait sur ces cartons. Voici comment je me protégeais. Vu qu'on avait 2 sacs au dos, il y avait un sac qui me servait pour mettre mes pieds à l'intérieur. Et maintenant, lorsque ça que je mettais ma tête, le grand frère me serrait de l'autre côté, le petit frère me couvrait aussi. Vu que je suis malheureusement asthmatique depuis toute petite, à cause de la tétine, j'ai eu à attraper cette maladie. Et du coup, je supporte pas trop le froid, la fumée, toutes ces choses et tout. Il fallait bien mettre mon protège, qu'on n'avait pas de couverture et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a dormi 5 jours. Et les 5 jours, on essayait de préparer le riz au feu de bois avec une mamie qu'on nous avait donnée là et tout. Et après ces 5 jours, grâce à Dieu, on a fini par trouver quelqu'un qui devait nous conduire jusqu'en Algérie. Et c'est de là maintenant qu'on nous avait porté. On est parti se mettre dans une maison confortable. On a dormi 1 nuit là-bas. Le lendemain, on a repris la route. On a repris la route le lendemain. Et quand on reprend la route et tout, je remarque d'abord que c'est pas toujours la rose parce que quand on nous charge dans les voitures, je constate que la voiture est pleine, mais on ne fait que charger. Je dis, mais attends, ils nous prennent pour des cobayes ou quoi? Mon mari me dit, t'as rien à dire, en tout cas, nous sommes déjà là, on fait avec. Et c'est comme ça qu'on nous a chargé dans les pick-up. Vous voyez un peu les pick-up du pays là, qu'on charge le manioc, les trucs sur ça pour les pailles. Tu avais un sac de talons. Ils n'ont pas respecté ton sac de talons, maman. Sac de talons, maman. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils nous chargent là-bas comme comme je vais dire quoi, des sacs à poubelle. Jusqu'à là, c'était passable parce qu'on était dans une pick-up. On commence à rouler. C'est là qu'on entre maintenant au désert. Le désert qui sépare l'Algérie et le Niger. On a roulé, on arrive quelque part au désert. Là, il n'y a presque pas d'arbres, il n'y a rien. La voiture gare carrément. Les 2 pick-up garent. Quand les 2 pick-up garent, on nous dit tout le monde à terre. Vous descendez et les mains sur la tête. Vacislose. J'étais perdue. Que se passe-t-il? J'étais franchement égarée. Je dis, mais je suis en train d'aller où? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils nous disent les mains sur la tête. Et les gars nous fouillent, one by one. Ils nous volent de notre nourriture, de l'eau et de l'argent.
Mais ils n'ont pas pris les talons. Heureusement qu'ils n'ont pas pris les talons parce que leurs femmes ne portent pas les talons, ils s'en foutaient en fait. Ils prennent ce qui est utilisable à l'instant. Donc, du coup, et c'est comme ça maintenant. Quand il commence à nous fouiller, heureusement que mon mari, lui, c'est un sensei, il a le cerveau qui réfléchit 1000 à l'heure. Il Hum, avait caché l'argent. Je ne vais pas montrer parce que ces gens-là sont toujours en front. Il avait mis de l'argent là-bas. Ouais. Il a wow. caché ça là-bas et tout. Et il a laissé une petite partie dans sa poche. Et les sacs, on appelle ça quoi? Les sachets d'eau, il avait aussi caché 3. Au niveau des pantalons, il a jeté là-bas. Du coup, quand ils ont fouillé, ils ont pris ce qui était dans le sac et tout. Après, ils nous ont abandonnés. Rarement, ils ont démarré, ils sont partis. Nous sommes restés là au milieu du désert. On ne connaissait pas là où on devait partir. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je ne veux pas mourir ici, je ne veux pas sécher ici. Parce que j'avais quand même vu comment il y avait des gens qui sont décédés là-bas et qui avaient séché. Pareil comme on partage et tout, le Seigneur prend contrôle. Si tu es musulman, tu pries en arabe, tu pries arabe, tout le monde priait. On a commencé à prier, 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 prier. J'avais toujours mon sac de talons, c'était mon espoir. C'était mon espoir quand même. Une mamie nyanga comme moi, je ne pouvais pas me permettre de déposer mon sac de talons. Est-ce Avec qu'à mes un moment sexy. donné, pendant le trajet, tu as eu des pensées en mode, il faut qu'elle porte une talon aujourd'hui? Est-ce que... Non, là, il n'y avait pas moyen parce que d'abord, le terrain ne te permet pas quand tu vois l'aspect. Mais dans ma tête, c'était, même si j'arrive avec un nez, je dois me nyangaliser quand je vais arriver là-bas. Je dois être présentable, en fait. Ouais, les gars, tapoter, ça c'est express. Elvira à cœur ouvert. Oh, elle dit que talon gueule. Elle dit que même, elle dit que... Laissez. C'est parce que les talons là, ça allait entrer dans le désert. Si c'était le sol comme ça, elle allait porter. Vas-y, J'allais maman. porter, c'est sûr. Je suis le genre de personne, même sur le lit de l'hôpital, je dois toujours avoir mon petit miroir, ma brosse pour mes cheveux. Parce que je suis une personne très naturelle, je n'aime pas C'est trop le important. make-up et tout. Je veux être présentable parce que pour moi, mon image est ce qui me reflète d'abord avant qu'on ne découvre qui je suis, pas mes habitudes et ma façon de faire. Donc c'est très important pour moi d'être toujours présentable et propre. Voilà pourquoi il m'était accroché à mon sac de talons, mais c'était incroyable. Il était toujours là, mon sac de talons. Mon mari m'a demandé de laisser, je n'ai pas laissé, mais restez calme, bien sûr, je vais déposer le sac de talons sans dire au revoir aux talons. Donc le moment arrive. Là, et c'est comme ça qu'on reste là. Il y a deux, on les appelle comment, les omades et tout. Je vous ai dit, le français, c'est pas trop mon truc. Les gens qui vivent, qui n'ont pas de maison, là, on les appelle les omades et les qui, Les dans tous les nomades. cas. Voilà. Il y a deux qui arrivent, ils font semblant de nous aider. Ils disent que non, on peut vous diriger jusqu'en Algérie, mais vous devez payer 1500 CFAO. Donc, monsieur, maintenant, les deux messieurs nous demandent 1500 francs par personne pour nous diriger jusqu'en Algérie. Ce qu'on a payé, pour des gens qui n'avaient pas, on a essayé d'être solidaires. Mon mari l'a payé pour deux personnes, parce qu'il y avait un petit garçon de 13 ans, avec nous là-bas, dans le groupe là, qui bosaillait seul, qui a fugué de la maison. Et on a payé pour lui et pour un autre ami là. Une autre personne en fait. Et on a commencé à marcher. De la marche à ce niveau-là jusqu'en Algérie, nous a pris 2 jours et 2 nuits. La première nuit, tellement j'avais froid qu'il n'y a pas eu un autre moyen, que mon mari a creusé le sable. Il a mis une partie de mon corps à l'intérieur, la tête seulement qui est restée. On a juste prié l'Éternel que quand c'est pas me sorte de la terre pour finir avec ma race. Parce qu'il fallait quelque chose pour me réchauffer. J'étais déjà en train de perdre la sensation de mon corps. Ça n'allait plus. Parce que j'avais trop froid. J'avais déjà marché des heures. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et pendant cette marche, les 3 sachets d'eau qui étaient restés, moi, on m'avait donné un sachet d'eau pour moi seul. Et mon mari a pris un sachet d'eau. L'eau de 50 avec son petit frère. Comme on avait fait la rencontre de 2 frères camerounais qui étaient des cousins, de très bons grands à moi, ces deux-là, on avait aussi donné un paquet aussi d'eau. Donc, on buvait un peu, on attachait, on buvait un peu, on attachait. Donc, du coup, on a marché la première nuit, on a dormi, comme je vous expliquais. La deuxième nuit, on a marché, on a marché, on a marché, on a remarché. Et nous sommes tombés au niveau qu'on devait traverser la frontière. Il fallait traverser ça dans la nuit. Nous sommes arrivés là, on a dormi à la poubelle. Une poubelle qui dégageait énormément. On versait un peu de tout là-bas. Les déchets, tout ce qui est déchets. En fait, quand on dit poubelle, vous comprenez ce qu'on appelle une poubelle de la ville. Comme ça faisait une grande colline, on s'est caché derrière cette poubelle-là pour que les policiers ne nous voient pas. Donc, du coup, on était en train de faire la passation de service. C'est de là maintenant, donc, on a profité. Parce que le monsieur nous a dit, dès qu'on va dire Yala, la personne, que même si ton pied s'est cassé, tire seulement ça. Parce que si les Algériens te voient, boum, on te pointe. Donc, Et tu as eu le cœur de courir avec ton sac. Tu n'as pas laissé le sac de talons. voilà, j'ai traversé l'étape de talons. Merci beaucoup. C'est le deuxième jour maintenant quand on marchait, que nous sommes arrivés devant une grande colline du sable. Il y avait 3 collines de sable. Le genre que ça s'est formé seul en plein désert. Il fallait qu'on monte ça en fait. Et c'est de là que la première colline, je monte, je m'essouffle, maman. J'ai d'abord pris une talon, j'ai jeté. Je vais essayer de remonter, pas moi. J'ai commencé à jeter un habit, une talon, une babouche. J'ai commencé à jeter. Et il y a une chose que j'ai dit que je ne jette pas, c'est mon pagne. Parce qu'avant tout, je reste une bonne africaine. J'avais mon pagne dans le sac que je devais toujours attacher quand je me lave. Et j'ai tout jeté sur ce pagne. J'ai pris mon pagne, j'ai attaché sur mes reins. J'ai dit que ça, là, au moins, je ne jette pas. J'ai tout jeté les sacs là-bas. Et les 2 autres collines, je ne pouvais pas monter. Mon mari m'a porté sur son dos. Il m'a attaché avec le pagne. Il a commencé à grimper la colline avec moi. Grimper, 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 grimper. Quand il s'est fatigué, son petit frère a pris le relais. Elvira, tu es parmi nous Pinteresté. Ça vous manque pas. Avant de Boza perdre le poids, je ne suis pas en train d'encourager, mais Moi, j'étais plus maigre que ça, oui. J'avais 57 kilos. Ouais. Ouais. mince. Du coup,
Quand il a commencé, les deux grands frères là, un qui est ici sur la toile, l'autre qui n'a pas eu la chance, il est rentré au pays parce que l'aventure n'a pas été très aimable avec lui. Ils se sont aussi échangés à leur tour à la fin de la troisième colline. Parce que je n'arrivais plus à grimper, j'étais déjà épuisée, je commençais à m'étouffer. Comment te perdais comme ça Oui, je n'avais pas ma ventoline, je n'avais rien. Et c'est après qu'on a fini de monter la colline là comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a plus d'eau. Solution, quoi faire? J'ai uriné et j'ai bu. Parce que ma gorge, elle était sèche. Elle était sèche. Ah. Okay. C'est quelque chose. Et pour avoir le courage de boire mes urines, je me suis dit, maman a toujours dit que les urines, c'est un antibiotique qui te protège contre la moisson, le serpent t'a mordu, quoi. Donc, si je bois, je vais pas mourir. Ce qui est sûr, ça va plutôt me soigner. C'était ma motivation, cette pensée-là. L'immunothérapie, déjà qu'il y a des gens qui pratiquent l'immunothérapie, donc... Voilà, du coup, c'était ça ma motivation, j'ai bu. Et après, bon, nous sommes restés, je n'étais pas la seule à boire. Hein. Il y avait même d'autres qui étaient en manque de ces urines-là. Oui, quand tu es déshydraté normalement, donc... Donc, pour moi, ces 2 jours-là, j'ai fait ma toilette avec mes urines, je les ai bu aussi. Parce que quand je pisse, je me lave une fois la partie intime au lieu que ça dégage. Parce que tu n'as rien, Périnthèse. Tu n'as que ça comme liquide, tu n'as rien. Tu n'as rien d'autre. Tu fais avec, c'est ça ou rien, c'est ça où ça dégage. Et tu sais que nous, les femmes, quand ça marche beaucoup et tout, il faut bien nettoyer. Bien disposer exactement, ça démange et tout ça. Mieux tu te nettoies avec ça et au moins tu te sens à l'aise. Ce sont tes propres urines. Donc, donc du coup, c'est comme ça maintenant qu'après ça, on arrive au niveau de la poubelle, comme je te disais là. Et on a dormi là-bas. Et à 5 heures, quand ils étaient en train de faire l'échange de services, passation de services, on nous a dit Yala. Donc, c'était un sommeil sans sommeil. Tu dors comme ça. Comme il a dit Yala là, la course du marathon. Donc, nous, on a dormi comme ça avec les mains arrêtées, quoi. Donc, quand l'autre se lève, l'autre n'oublie pas. Exactement, ça va réveiller les autres. C'est comme ça qu'on a dormi. C'est comme ça. Yala là, on a couru un tour. C'était à l'heure là, comme les Allemands disent, du mousse. Parce que ça a une mousse. Donc, tu dois. Ce n'est pas comme si on te pose la question, est-ce que tu peux courir ou pas? Tu dois courir. Tu ne cours pas, tu restes. Tu restes. Et c'était une course de quelques secondes, pour ne pas dire trop 3 minutes, parce que ça ne tue pas pour que les autres policiers là reviennent. Fallait le voir. C'est le caca que tu as piétiné, c'est pas important. Tu continues seulement. Pam, 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 on a atterri de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on est là, même si le policier il est là, on est déjà en Algérie, il ne peut rien. Il ne peut plus nous toucher. Exactement. Quand on arrive en Algérie et tout, il y a un coxeur qui nous reçoit, qu'on savait qu'il devait arriver. Il savait qu'on devait arriver. On appelle que nous sommes arrivés et tout. Il nous reçoit, j'ai déjà trop oublié les noms des villes, mais il nous reçoit dans son bunker, là, il avait son ghetto. Il loge les femmes d'un côté, les hommes d'un côté et tout. Et de là, maintenant, on nous accueille quand même avec des nourritures un peu chaudes, parce qu'on va payer le passage, bien sûr. On nous a préparé de pas manger et tout, on a mangé. Et c'est de là-bas maintenant qu'on a fait une semaine sur place dans ce bunker. Là-bas, au moins, tu as la possibilité de te laver. Bien vrai que l'eau n'était pas si potable, mais tu as de l'eau. Tu peux manger à parfum si tu as tes finances et tout. Donc, on a fait là une semaine et après ça, on a décidé maintenant de partir à Oran. Oran, si je ne me trompe pas, c'est comme Douala du Cameroun. Non, Oran est comme Douala du Cameroun là-bas. Voilà, Tamara, c'est de là où nous avons accueilli exactement, tu merci. Et de là maintenant, même pour arriver à Oran, là, c'est aussi notre film chinois, hein, parce qu'on n'a pas de documents de l'Algérie, on n'est pas autorisé à rouler et tout. Donc, ils s'entendent avec le chauffeur. Et quand il y a contrôle, vous devez descendre, pas contourner dans la brousse, le temps d'aller devant pour qu'il vous récupère. Donc, c'est comme ça qu'on a jonglé et tout. Nous sommes arrivés à Oran. Étant à Oran maintenant, tu formais avec ton mari entre-temps. Non. Dans ce trajet du Nigeria jusqu'en Algérie, là, il n'y avait même pas question que quelqu'un va fondre papa, même si l'amour l'est comment. Parce que tu l'as lui posé quelques questions comme ça. Parce que d'abord, là, tout ce qui t'intéresse, c'est que Seigneur, sors-moi de cette foutaise là où je me suis fourrée, en fait. Et c'est comme ça, quand on arrive maintenant en Algérie, on prend une petite chambre, on commence à rester là-bas. Et après, vu qu'on était arrivé à une période de froid et qu'on ne pouvait pas poser à l'instant, il fallait bien qu'on reste là, on attend quand l'eau était bien, parce que c'est pas bien de voyager quand il y a le froid. C'est vrai que d'autres personnes le font, mais c'est plus risqué. Parce que s'il y a naufrage pendant le froid, vous avez plus de chances de quench à cause de l'eau glacée par rapport en été. Oui. Quand on arrive dans l'Algérie là-bas, après la petite chambre qu'on avait prise, j'ai essayé de développer mon cerveau. J'ai cherché un endroit là où je pouvais faire un petit business. On a d'abord pris une grande maison qui avait 2 chambres à coucher, un petit salon et une cuisine et une toilette dans la barrière. Et dans l'autre chambre, cette chambre nous servait à faire dormir nos frères camerounais qui n'avaient pas là où dormir, qui nous payaient 1000 dinars par semaine. Donc on a mis les matelots, ils nous payaient 1000 dinars par semaine. À partir de là, j'ai commencé d'abord à préparer. Mon mari et moi, on préparait pour pouvoir vendre à ces frères-là. Quand j'ai commencé à fonctionner comme ça, et mon chéri sortait de temps en temps faire des petits chogos et tout. Et après ces petits chogos-là, nous avons, quand j'ai réfléchi que ça, c'était pas suffisant, j'ai demandé que si on voit là où il y a un local quelque part, là où je peux faire un petit business, on me dit. Et un frère ici sur la toile qu'on appelle Michel Douglas, il vendait son Ouganda. Voilà. De bouche à oreille, on m'a fait comprendre qu'il vend l'Ouganda. On est donc parti, on a visité et tout. L'Ouganda, là, c'était une chambre en fait. Et la chambre, lui, il habitait à l'intérieur, il vendait aussi là-bas avec sa femme. Et après ça, moi, j'ai récupéré la chambre, j'ai tuné la chambre. J'ai transformé la chambre en une petite boîte de nuit, un petit snack. Sur ça, j'ai mis mon prénom, j'ai mis fashion. Donc, il y avait des jeux de lumière, il y avait une partie du côté snack, et il y avait côté petit restaurant dans cette petite chambre-là. Donc, je vendais de la nourriture en journée, et la nuit, on enlevait les tables, ça dansait fort. Du coup, par jour, je pouvais vendre des palettes, beaucoup de palettes, et parfois même 4 mamies de nourriture. Hein.
On prépare, ça finit, on prépare. Les gens, ça buvait là-bas même jusqu'à 5 heures, jusqu'à 7 heures du matin. Et c'est comme ça que moi, maintenant, mon mari, quand il part à Chogo, moi, il finit de préparer, on se lève, on apprête tout dans la soirée. À 4 heures du matin, on se lève, on prépare même croire mamie de nourriture. Lui, soit il part à Chogo, moi, je reste vendre. Quand il revient le soir, il reprend la relève pendant que moi, je sers les gens. Lui aussi sert les gens. On vend. Le jour qu'on peut, on rentre au rang. Le jour qu'on ne peut pas, on dort aux amandines. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. Et quand j'ai fini ça, j'ai envoyé à ma maman. Ma maman me dit, tu as ouvert la boîte de nuit. Elle dit, maman, ce n'est qu'une chambre. J'ai juste essayé de faire travailler mon cerveau parce que je m'ennuyais à la maison. Donc, du coup, j'ai tenu ce petit coin comme ça pendant 8 mois. Et grâce à ça, on pouvait vivre normalement vu qu'il y avait des petits locataires qui nous payaient dans notre maison, qu'on était toujours en location là-bas, les midina, et cette chambre prenait environ 7 personnes à 8 personnes. Et oui, donc, du coup, c'est comme ça qu'on a géré. Le moment arrivé pour Komboza, on a donc décidé de vendre l'Ouganda. On a vendu et on a décidé donc de prendre la route maintenant du Niger, de l'Algérie pour la Libye. Et nous sommes arrivés, on a pris la route, nous sommes arrivés d'abord, je me rappelle plus, à quelque chose comme une ville qu'on appelle Deb, si je ne me trompe pas. À Deb là-bas, on a fait 2 nuits et c'est de là maintenant qu'on nous a, le voyage pour la Libye a commencé. Exactement, Deb, merci. Le voyage pour la Libye a commencé. Quand le voyage pour la Libye a commencé, nous sommes arrivés, à peine on venait de quitter de la maison à Deb pour traverser, parce qu'il y a toujours un petit désert aussi qui relie aussi l'Algérie avec la Libye, la frontière de la Libye-Algérie là. Et à l'heure là maintenant, à peine nous sommes seulement ancrés, donc pour essayer de traverser, il y a seulement suivi. Tout le monde sur la tête à plein vent, j'ai pissé sur moi. J'ai pissé sur moi. Tu peux rire maintenant, c'est amusant. Tu peux rire, ne te gêne pas. Moi-même, j'en ris. Maman, on dit que tu as Boza du Niger pour quoi, l'Algérie, pour la J'ai Tunisie. Boza du Nigeria pour le Niger, j'ai Boza du Niger pour l'Algérie, j'ai Boza de l'Algérie pour la Libye. Le grand Boza, c'était maintenant la Méditerranée, qui était la Libye pour l'Italie. Et il y a un seul grand désert qui relie l'Algérie et le Niger. Mais maintenant, il y a des petits déserts entre le Nigeria et le Niger. Il y a maintenant un petit désert entre la frontière de l'Algérie et de la Libye. Pour ceux qui ont traversé comprennent ce que je dis en fait. Il faut passer par là pour comprendre. Et au niveau du grand désert, comment ça s'est passé? C'était Dans le plutôt... grand désert, là maintenant que je t'expliquais qu'on nous a abandonnés, on nous a dépouillé de l'eau et tout. C'est là qu'on avait creusé le sol pour me mettre à l'intérieur à cause du froid. C'est toujours dans ce même désert que j'ai eu à boire mes urines, à faire la toilette avec mes urines. Donc c'est là-bas vraiment que le gros traumatisme avait commencé. Mais je restais forte parce que j'étais avec une personne qui m'aimait. Je suis restée forte parce que j'étais avec une personne que je savais que si on dit qu'il fallait qu'une personne d'aille pour sauver l'eau, qu'il allait d'aille pour moi. Et c'était ma force en fait. C'était ça ma motivation. J'étais en sécurité avec lui. Avec lui, il était pour moi mon papa, mon compagnon, mon petit Dieu à l'instant là qui était prêt à me tendre la main en cas de besoin. Donc du coup, il a été celui-là vraiment qui m'a fait rester tête haute et ne pas perdre espoir, tu vois, parce qu'il était toujours là. Du coup, de là maintenant, quand ils disent les mains sur la tête et tout le monde, j'ai dit encore. Donc mon exclamation c'était encore les armes, j'ai pissé sur moi. Parce que je me suis rappelé du même film qui s'était tourné bien avant derrière au niveau du Niger, du Nigeria et du Niger. On s'est couché à plat ventre et tout. Ils ont divisé les garçons. Il y a une petite partie que j'ai sautée, c'était la partie là où, avant de prendre la route entre l'Algérie et la Libye, on a eu une idée bizarre, mais on s'est dit c'est l'intuition divine parce que, on dit une intuition, non? Voilà. C'est l'intuition divine qui nous avait parlé, on va dire ça parce qu'on n'avait pas laissé la prière. On a eu, Dieu merci, tout ce que Dieu donne à quelqu'un. Ce que je vais vous dire d'abord avant de vous donner l'exemple là, c'est que aimez-vous comme Dieu vous a créé. Parce que tout ce que Dieu nous crée avec, quelque part, ça a un avantage. Pour ça, j'en suis certaine. Si je m'étais plaint un jour pourquoi je n'ai pas les gros lolos, j'aurais regretté pourquoi je me plaignais. Parce que le fait de ne pas avoir eu les gros lolos dans ma vie m'a sauvé du VOL. Ça m'a sauvé du VOL dans quel contexte? Dans le contexte qu'en quittant l'Algérie, on a pris la bande qu'on bande les pieds avec quand le pied est cassé. Vu que moi j'avais déjà allaité 3 enfants, je ne vais pas dire aux gens que j'ai les lolos debout. Moi j'ai les lolos affaissés en tant que mère qui a donné le sein à ses enfants. Tous mes enfants ont été 1 an, 3 mois. J'en suis fière. Donc moi je n'ai pas les lolos pour pointus, j'ai les lolos affaissés comme toute maman. Et du coup ça a été l'avantage pour facilement bander. Non seulement c'était petit, c'était aussi affaissé. Du coup, on a bien bandé mes petits lolos. Bandé, ça m'a rendu la poitrine plate, on dirait un homme aux pectoraux faibles. Et après ça, on m'a rasé la coiffure de Kirikou. Donc, mon mari m'a rasé les cheveux ici, là, ici touffus. Pour que je sois un petit garçon de 15 ans qui est en train de voyager avec son grand frère. Oh, il a anticipé le VOL. Exactement. Wow. Donc, du coup, quand on arrive là où on commence à tirer, là, on se couche, on commence à fouiller, on dit les garçons à part, les femmes à part. Mais l'instinct de femme ne me laisse pas. Je pars le côté des femmes. Je pars quand même le côté des femmes. J'oublie ce qu'on a fait à l'avance. Quand maintenant, on commence à VOL les filles, on commence parce qu'ils avaient garé leur pick-up, ils prenaient des filles, partaient prendre à cheval derrière la pick-up. Ouais. Devant les hommes sont là-bas, ils n'ont pas moyen de broncher, on est pointé là avec des armes sur eux. Quand on commence généralement par mes soeurs que le Seigneur quelque part aussi a aimé avec des formes bien potelées parce que c'est visible. Il faut bien qu'on touche ce qui a l'air d'être juteux. C'est par elles qu'on commence. Des filles qui avaient des rondeurs et tout. Et après, quand on arrive chez moi, je suis coincée. Entre temps, on a demandé à mon mari là-bas que vous êtes avec qui et tout. Il dit que je suis avec mon petit frère, il est de l'autre côté. Et quand il arrive maintenant, mon Dieu me dit que toi, tu fais quoi ici? Je dis, je sais pas. On a seulement dit tout le monde a appelé, je me suis retrouvée ici. J'ai changé la voix. J'ai dit, je suis arrivée ici, je sais pas, je devais partir là-bas, il y a mon grand frère et tout. Il me tâte. J'étais plate devant comme derrière. Il me dit, toi, tu es une femme. Je dis, non, je suis un garçon. Je suis avec mon grand frère. Il est là-bas de l'autre côté. Il s'appelle comment? Je donne son nom.
Quand on l'appelle, il dit que oui, c'est mon petit frère dont je disais tout à l'heure. Et c'est là que les autres policiers disent que oui, il a vraiment dit qu'il était avec son petit frère, mais qu'il a traversé là-bas par peur. C'est comme ça qu'on me ramène vers eux. Là, il y a les hommes qui vont continuer à massacrer les femmes. Ça, c'est le premier VOL que j'échappe. Dieu merci, ce n'était pas les affaires qu'on fait les garçons là. Oui, oh Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas encore ça quand nous on a traversé. Et c'est comme ça, maintenant, on n'avait pas quand même vu toutes les femmes, on avait vu les malchanceuses, les autres, on a laissé. Et après, nous sommes quittés de là. Mais il y avait un gars qui voulait défendre sa femme pour qu'on ne vienne pas. On a tapé sa tête avec la tête du. On appelle ça quoi? La tête de. Tu connais les fusils de chasse là? On a tapé sa tête avec, on a cogné son dos au sol. Lui-même, il voulait, il ne savait pas où il partait. Malgré tout ça, on a encore pris, on a VOL devant lui, on a exigé qu'il regarde. Waouh. Voilà. Et après, quand ils nous ont libérés là, ils nous ont montré là où ils sont partis nous laisser à la frontière. Et après, on nous attendait déjà C'est là. pas le prix de votre beau comme ça en fait. Bref, c'est pas le prix parce qu'on avait déjà payé chez le coxeur derrière. Nous sommes des cobayes à l'instant là qu'on transporte. Mais vu que l'être humain est le bourreau de l'autre, ils aiment toujours faire ces petits mal pour se sentir dominant en fait. C'est ce que je comprends parce qu'on avait déjà payé. On avait payé chez le coxeur. Moi, j'avais payé 1000 euros. Mon mari aussi 1000 euros. Oui. Du coup, maintenant, quand ils nous prennent par le on trouve qu'il y a des grands camions qui nous attendent, les camions qu'on charge de sable avec au pays là. On nous dit que vous montez. Tu ne montes pas, on tire sur toi. Donc, tu montes le camion comme ça, comme tu ne connais pas de la force est venue, tu sautes seulement, tu es dedans. Les bébés, on ramasse, on balance. Si vous attrapez, vous avez attrapé. Si vous n'avez pas attrapé, ça, ce n'est pas le problème du concerné. Donc, on restait solidaire. À cet instant-là, pour dire vrai, ceux qui se retrouvent dans ce tas, peu importe la nationalité, il y a une solidarité pas possible. Oui. Donc, quand on lançait les bébés, tout le monde les mains en l'air, les autres se couchent, que si ça rate un, ça tombe sur l'autre. Mais pourvu que cet enfant ne tape pas la tête sur le camion, sur quelque chose pour qu'il taille. Et après, on nous a chargés dans les camions, les tout. Ils sont allés nous baigner dans une autre ville, dans un autre village, en fait. Ça, c'était toujours la traversée de l'Algérie pour la Libye. Dans le village où on arrive maintenant, ils nous séparent. Ils disent que les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Et le petit frère de ton mari, lui, il était toujours avec vous? Le petit frère de mon mari n'était pas là, mais c'est un passage que je préfère laisser fermer parce que c'est un passage très douloureux. Mais ne vous inquiétez pas, il est ici. Mais comme ça concerne son petit frère, je ne veux pas... C'est vrai. Oui. Mais on était en ce moment-là que nous deux, parce qu'il y avait eu des difficultés, il n'a pas pu être là avec nous. Donc, du coup, à l'instant là, ils nous séparent maintenant. Quand ils nous séparent, ils disent les garçons d'un côté, les femmes d'un côté. Je parle maintenant à l'heure là, le côté des garçons. Quand je parle le côté des garçons, on se rend compte que là-bas, on va nous mettre tous derrière un camion bâché. Derrière ce camion bâché, je ne peux pas tenir. Je suis asthmatique. Oh. On est obligé de négocier pour qu'on me mette à, on appelle quoi? Devant le camion, on appelle à la cabine de la voiture, dans le camion des femmes. On me met à la cabine, mais on a payé pour ça. Mon mari l'a expliqué, mon petit frère, il est asthmatique et tout, il ne peut pas. Donc, s'il faut s'asseoir avec moi à la cabine, je paye. Et c'est comme ça qu'il a payé, on m'a mise à la cabine. On a pris les hommes, on a mis d'un côté, on a pris les femmes de l'autre côté. Je ne connaissais pas que la route là, c'était ce qu'on appelle pour aller seulement nous saccager les lasses, nous tous. Étant en route maintenant, c'est là maintenant que j'ai envie de pisser. Je descends pour pisser, j'oublie que je suis un homme. Comme j'ai dit, j'ai ma copine, non, pour pisser. Je me dévoile. Je me dévoile. C'est là qu'il se rend compte que je suis une femme. Quand je finis de pisser, il me dit, donc toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Pourquoi tu as menti? Je suis restée tranquille, j'ai rien dit, j'ai commencé à prier. Prier, prier. Il m'a dit, viens remonter. Dans tous les cas, on a payé parce que tu es asthmatique. Viens remonter dans la cabine. Je pars, je monte, on roule, on arrive dans cette maison déserte. Là, on fait descendre tout le monde. Et entre-temps, pendant le voyage et tout, mes lèvres se sont fendues. Comme je le disais tantôt, tout ce qui t'arrive sur cette terre, c'est pour une grâce ou pour quelque chose. Ne jamais se plaindre même quand c'est le malheur. Mes lèvres s'étaient fendues, ça s'est retourné comme ça, là. Ça s'est fendu. Excès de chaleur, en fait. Parce que quand c'était en août, il faisait chaud. Donc, mes lèvres se sont fendues et tout, c'était pas évident. C'était entre juin et juillet, comme ça qu'on traversait pour l'Algérie, Libye, là. Quand on arrive là-bas, ils nous mélangent nous tous. Ils commencent encore le massacre. On commence à VOL les filles. Quand on arrive à mon tour, il y avait d'abord la colère. La colère du fait que j'ai menti, que je suis une femme. Un garçon, pourtant je l'étais. Donc, ils étaient enragés. Parce que ces gens, c'est des animaux. C'est comme ça qu'il m'a prise. Bien vrai que j'avais pas beaucoup de cheveux, il m'a tiré par là. Quand il a vu que je ne peux pas me tirer ici, il m'a tiré derrière. Il a sorti l'arme. Il m'a dit à genoux. Je me suis mise à genoux. Il m'a dit, maintenant tu mets ta bouche sur ma partie paternelle. Je vais coder les mots. Il me demande de chop son zizi, quoi. Et c'est là, dès l'instant qu'il m'a mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'inspires pas. Elvira, si tu trouves que ça va te mettre dans des états, tu n'es pas obligé de raconter. Hein. Non, t'inquiète. Dans tous les cas, c'est une histoire émouvante jusqu'à la fin de ma vie. Donc, t'inquiète, je tiens le coup. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'inspires pas, si tu ne me sors pas de là, je suis foutue. De nature, d'abord, les films, les actes adultes, c'est pas mon partage. Je fais partie de ces femmes-là qui ne sont pas trop actives dans ce côté-là. Donc, du coup, si je me retrouve à subir encore un VOL, je ne sais pas si je vais tenir. Donc, aide-moi, Seigneur. Et ça, c'est une prière que je fais comme ça, là, en quelques secondes, avec une foi énorme. Quand il me met à genoux, il sort son troisième pied, bien long et non circoncis.
C'est long et non circoncis. Donc, il t'impose de rendre ça debout afin que la peau se retourne. Afin que la peau se retourne. Pinterest. J'ai pris ce serpent en bois dans mes mains. J'ai essayé d'arrêter. C'était toujours tombé. Oh my God. Oh mon Dieu. Wow. J'ai essayé de faire des mouvements avec ma main tout en priant, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là. Et c'est là que subitement, je jure l'Éternel, une idée incroyable est arrivée dans ma tête, ma chérie. Je dis au monsieur, tu sais, je crains l'Éternel, je veux me confesser. Il me dit, il y a quoi? Je dis, je veux me confesser. Tu sais, je crains Dieu, comme je crains Jésus, c'est comme ça que je crains Allah. Je ne peux pas te faire du mal étant consciente, mais je veux avouer. Et c'est à toi de faire le choix maintenant. Il me dit quoi? Je dis que tu vois la maladie qu'il y a sur mes lèvres, c'est que mes lèvres sont fendues. Il me dit que oui. Il me torche encore le visage. Je dis que j'ai attrapé ça parce qu'il vendait le piment au pays. J'étais une waka internationale. Je ne sais pas comment c'est venu, hein, le Dieu éternel. Je dis que j'étais une waka internationale au pays, comme tu me vois là. Comme tu me vois même ça, il dansait que dans les cabarets, on me toumaillait partout. Je vendais le piment là-bas, mais le choix pata. J'ai attrapé ça là-bas. Comme ça a commencé à me fendre les lèvres, ça va fendre tout mon corps. C'est la raison pour laquelle je voyage pour aller en Europe. Donc, quand il va finir de choper ton truc là, demain, la réaction est là, ça sera fendu. Donc, je ne peux pas te faire du mal. Elle m'a sorti. C'est-à-dire que tu es en train de jouer avec nos émotions. Je te jure au nom de l'Éternel. Il n'y a rien qui veut te dire ici qui est un mensonge. Et il a tombé, il est tombé. Je dis que c'est Dieu qui est avec moi, ma chérie. C'est Dieu, je te jure l'Éternel. Les gens qui ont posé avec moi, si ces gens sont dans le live, peuvent te dire qu'elles-mêmes, elles ne savent pas comment les gens l'ont fait pour gourber. Donc, c'est comme ça maintenant, ces gens, ils peuvent te dire, désolé, c'est un lapsus. C'est comme ça que ces gens, c'est comme ça maintenant, quand je dis ça, ils me disent quoi? Haram, haram, pam! Maman, il remet son serpent bois dans son pantalon, ma soeur. Il m'arrête comme ça là. Il m'a botté, ne pim. C'est lui qui m'a créé l'hémorroïde que parfois, il fait comme ça surgit sans connaître d'où ça vient. Le gars m'a centralisé au niveau de l'anal, ping, avec un coup de pied incroyable. Il m'a tapé. Ouais, parce que tu pardon. Ouais, pardon. Tu peux rire, c'est derrière moi, ne t'inquiète pas. Et on va finir ce soir. C'est-à-dire que toute la colère là, il a chargé ça dans le pied. Il m'a chargé dans le pied, maman. J'ai senti comment ça. Il restait un peu, ça peut me open le derrière. Il m'a centralisé ça. Après ça, là, quand je suis tombée, il m'a soulevé, il m'a encore taclé. Il a commencé à me tirer au sol comme le sac de Macabo. Il a encravé moi dans la salle, il y avait les autres filles, il est parti me jeter au coin. Il dit que la personne qui approche celle-ci là, je finis avec la personne. C'est une achawo, ram. Vas-y, vous pouvez tapoter le live pour sécuriser, pardon. Comme ça maintenant, donc, quand maintenant, on me lève dans mon coin là-bas, les filles là me demandent, il y a une autre ici là, elle fait les trucs de relooking maintenant, elle s'appelait là-bas comme mamie Yes. Elle me demande comment tu as dit quoi là-bas, elle dit que non, vous êtes des nokas. Il n'a rien dit. Chacun fabrique sa part. Donc Dieu me sort de quelque chose, il va vous dire, vous me croyez, je suis bête. Après, tu vas dire, elle va récupérer, on va dire que donc c'est votre, on va te récupérer encore, tu vas vous récupérer. Elle dit que maman, je ne connais pas. C'est ma part, va aussi là-bas, chacun son tour chez le coiffeur. C'est comme ça qu'on m'a abandonné dans mon coin, maman, jusqu'au matin. J'étais là-bas, il riait dans mon coin, mais mon derrière me faisait ma partie, m'avait botté fort. Ça me faisait quand même mal, il m'avait scandalisé, j'ai tapé la tête au sol et je n'avais pas les cheveux. Il m'a giflé la mâchoire, j'ai ressenti, j'ai vu les étoiles. Ils sont baba, hein. Hey, il m'a massacré. Il m'a vraiment massacré. On m'a jamais tapé comme ça. Je te jure. Le gars m'a senti. Hey, maman, mais c'était bêta. La femme, on est supposé pleurer. Toi, tu fais. Non, il ne m'avait pas loupé. Et après, le matin arrivé et tout, on nous a reporté dans le truc, on nous a ramené maintenant dans une autre maison. Là, on a rencontré les hommes qu'on avait enlevés. Mon mari était parmi. Sa première question, c'était, on t'a touché. Quand je raconte ce qui s'est passé, il me dit que Dieu ne dort. J'ai prié Dieu ici. J'ai prié Dieu qui te protège au détriment de ma vie. Donc, il te protège. Je dis que papa, tes prières, on marche avec ma part. Si tu te dis ce qu'il a raconté là-bas, il m'a dit que ferme ta bouche, tu vas me raconter après. Tu peux raconter comme ça que quand on comprend. Quand on va quitter dans leur main là, tu vas me raconter. Ça, maintenant qu'il nous transporte maintenant tous au même moment. C'était en 2016. C'était en 2016. Oui, en 2016. C'est comme ça maintenant qu'ils nous transportent maintenant dans les mêmes camions mélangés, confondus. Ils nous amènent maintenant au bord de l'eau. Là, on devait voyager. Je ne connais plus trop comment on appelait là-bas, chez Rasta. Quand je vais me souvenir, là, on attendait le bateau. C'est de là-bas maintenant qu'on fait là-bas maintenant qu'on fait 1 mois et demi. Quand on fait les 1 mois et demi là maintenant, donc du coup, c'est comme ça maintenant qu'on nous a transportés. On est parti nous laisser là-bas. Quand ils partent nous laisser, on nous compte comme la marchandise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On doit tout compter pour le nombre de personnes qui ont payé s'ils sont là. Il y a une partie que j'ai sautée pendant le trajet là toujours. Il y a une place qu'ils nous ont fait descendre avant de nous séparer des routes là. Ils nous ont maintenant demandé de donner 10 dinars. La personne qui n'avait pas, ils ont mis des gars en rang comme ça là, avec 2 filles qui n'avaient pas, ils voulaient tirer sur les pieds du gars là. À cause de 10 dinars. On a supplié, on a collecté tout le monde ce qu'on pouvait avoir, on a payé pour eux, nous tous mélangés, on a libéré les gars là. Après, quand nous sommes arrivés là-bas, Rasta nous a récupérés. Au bord de l'eau, là, maintenant, on entre dans le bunker. Là, c'est une maison qui n'a pas de porte, qui a juste des portes déjà classées, mais sans porte normale, quoi. Avec des fenêtres, mais sans vrai battant et tout ça, là. C'est là-bas qu'on dormait. Mais pourquoi tu dormes? Toi-même, tu dois chercher où tu vas dormir. Quand nous sommes arrivés maintenant, on a dormi là, même le sol, le lendemain. On a dit à mon mari comment les gens faisaient pour aller chercher les matelas et les marmites à la poubelle.
Mon mari est sorti avec eux à 4 heures. Ils sont partis, ils ont fouillé. Il a trouvé une langue de matelas là-bas, avec beaucoup de puces sur ça. Mais on n'avait pas le choix. Il a ramené ça avec 2 vieilles mamites qu'il avait ramassées à la poubelle. Il est venu avec, il a bouilli de l'eau, il a versé sur le matelas, question d'essayer de tuer les pousses, les puces là. Il a séché, mais ça n'avait pas vraiment beaucoup qu'il a. On a mis ça au sol et c'est sur ça qu'on a dormi pendant 1 mois et demi. Et étant là-bas maintenant, je me suis retrouvée avec mon seul caleçon au las. C'est mon caleçon là pendant 1 mois et demi qui était mon coussin, qui était aussi mon caleçon. Donc quand je devais me laver, j'enlevais mon caleçon, je me frottais avec. Après, je séchais ça avec la bille, je reportais. Ou bien je me lave dans la nuit, je dors sans caleçon, je sèche ça sur les petites assiettes qu'on mangeait par le dos des assiettes pour que ça sèche en contrôlant que quelqu'un ne vole pas. Sinon, on allait même voler. Oui. Donc de là maintenant, on a vécu là-bas 1 mois et demi. Ce n'était pas facile parce que là-bas, on a tellement mangé les pains secs avec la tomate. Donc notre repas préféré de luxe là-bas, c'était la tomate découpée avec les oignons, le cube et le sel et le pain rassis. Le jour que tu as la gloire d'avoir un poulet qui n'a pas de plumes, c'est ça que tu achètes. C'est là-bas que j'ai vu les poulets, les poules sans plumes qui vivent, qui mangent comme ça, là, ils n'ont plus de plumes, mais ils vivent. Oui. C'est aussi au Niger que j'avais vu la chèvre manger le carton. Là. Oui, oui, manger le carton. Maman, les choses de ma vie. Donc, c'est comme ça, donc maintenant, on a essayé de barrer comme ça, là. Vu qu'on avait voyagé avec le système de grands frères et petits frères, on est arrivé avec ça jusqu'au ghetto, là-bas. On n'a pas abandonné ça. Quand on dit que quand Dieu a dessiné quelque chose pour toi, il a dessiné, malgré qu'à l'époque, là, bien que tu parles de nature moche, mais j'étais moche. J'étais comme le kangourou. J'avais les boutons partout. Mais comme l'homme restait un animal, le chef du campo m'a dragué, Rasta, jusqu'à dire qu'il a trouvé sa femme. Eh? Jusqu'à dire qu'il a trouvé sa femme. Il dit que le gars s'est même bien vu comment il suis moche. Donc, c'est moi, je dis... Maman, c'est comme ça donc maintenant que, comme il savait qu'il était avec mon grand frère, et comme il me voyait très maladive, il me dit que, et j'ai évité, je me suis retrouvée avec un seul caleçon parce que je ne voulais pas dire que Rasta, pardon, paye-moi le caleçon. Parce qu'il me payait le caleçon, il allait vouloir voir comment c'est sur moi, et ça pouvait entraîner autre chose. Le côté là, je me suis abstenue parce qu'il fallait que je sois sage. Donc du coup, j'avais déjà les privilèges au niveau du pain, je ne mangeais plus le pain rassis. Donc 2 semaines après que je sois arrivée là-bas, je ne mangeais plus le pain rassis. Quand le pain arrivait, on enlevait d'abord ma part en tant que future Madame Rasta. On enlevait mon pain, on mettait de côté avec les sardines et une bouteille d'eau minérale de 5 litres. On enlevait, on mettait de côté. Je partais, je récupérais. Moi, lui, on n'a rien fait, mais je faisais des bises à ce dernier sur la joue pour essayer de le flatter. Parce qu'il savait que j'étais malade. J'étais vraiment très malade. Et si c'était que cette histoire ne s'était même pas passée, peut-être que je mourrais là-bas parce que c'est lui qui faisait les efforts d'envoyer souvent qu'on m'achetait les petits médicaments, les calmants et tout. Tellement il m'a vu malade, il m'a dit, ma future femme, pour que tu ne dailles pas ici, le convoi qui va partir dans 1 mois et demi, je vais enlever 2 personnes dedans. Tu vas partir avec ton grand frère et toi. Quand tu vas poser avant que je vais revenir vous trouver. Non, c'était un Camerounais, un Bamileke, un Camerounais, un Bamileke Rasta. Il était court avec des locks noirs. Et c'est que mon mari était là. On jouait le jeu, maman, c'est l'aventure. L'essentiel, c'est que je n'ai pas dormi avec lui. Donc, en soirée, là, il pouvait s'asseoir là, on t'avait commenté. D'abord, il n'y avait même pas que tu vas dormir avec quelqu'un là-bas pour dire vrai. Parce que même lui-même, il n'avait pas une maison spéciale. Il avait juste une tente comme ça, couverte, oui, c'est tout. Parce qu'il est là pour contrôler et tout. Il vivait plutôt ailleurs. Ouais. Du coup, non, c'était pas Rasta l'arabe. Il a fait ça, la vision, et après, tu n'es pas obligé d'y croire, en tout cas. Et c'est comme ça, maintenant, le monsieur, quand j'arrive dans le premier convoi qui parle, les gens n'entrent pas. Ces gens reviennent, on programme donc le voyage, et quand on programme le voyage, il enlève 2 personnes dans le voyage pour me mettre, moi et mon mari, que lui savait que c'est mon grand frère. Exactement. Voilà. Parce que tout le monde a vu au bord de l'eau là-bas comment il prenait soin de moi, il préparait, il faisait tout et tout. Jusqu'il y a des filles qui sont venues même me voir, mais tu ne nous places pas avec ton grand frère là. Il dit que maman, allez vous chercher vous-même. Laissez-moi tranquille. On dit, je le connais. Ok, je le connais, maman arrive. Donc, du coup, maintenant, c'est comme ça que, quand il nous a déplacés, la première fois qu'on nous avait lancé dans l'eau, quand on nous a lancé, ton mari n'était pas jaloux. Grébel va être jaloux, pourquoi? Il n'a jamais rien eu. Je suis jamais allée en aparté avec lui, rien de spécial, pourquoi il serait jaloux? Et après, des gens qui étaient avec, Asso, je crois que tu savais ça, moi, désolé. Les gens qui étaient avec moi dans le campo, il y a une là ici sur la table, on l'appelle la patronne. Elle était dans le campo avec nous. Donc, c'est ce que je dis là, c'est ça qui est ça. Donc, j'étais devenue une petite privilégiée de Rasta, en fait. Et c'est là maintenant, quand ça arrive, donc maintenant qu'on doit à Boza, il enlève donc 2 personnes, il nous met. La première fois qu'on part, on appelle, on dit que non, l'eau n'est pas bien, on n'a pas payé la route, qu'on retourne. Quand on retourne maintenant, la deuxième fois qu'on nous amène, donc, c'est au total 1 mois et demi au bord de l'eau. Et quand on nous amène maintenant pour aller Boza pour la deuxième fois, là, c'est là qu'on dort au bord de la mer. Et le matin à 9 h, on nous embarque. Quand le matin, je me lève, je m'attends à un bateau de Titanic que j'avais vu les amoureux là-bas. Je vois quoi, Pinterest, le bateau gonflable, donc le jouet. Je dis que, hey maman, c'est dans ça que je vais monter. On nous dit que c'est go na go. Tu croyais que tu vas monter où? C'est ça qui va t'amener en même. C'est comme ça qu'on nous charge, les Zodiacs. On monte maintenant, on finit de nous charger. Nous étions 139 dans le Zodiac. 139 personnes. Dans les 139 personnes, il y a une sœur que son enfant est né au bord de l'eau. Je pense bien que c'est la patronne, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas la patronne, c'est une autre là, elle est toujours ici sur TikTok. On a fait accoucher son enfant, nous-mêmes. Nous sommes devenus des infirmières sans être des infirmières parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour faire accoucher. Les autres disaient pousse, les autres attendaient l'enfant. On a fait les trucs du pays. On chauffait l'eau, on a fait accoucher le petit garçon là. Il est bien fort aujourd'hui. Il est ici en France avec sa maman. On l'a fait accoucher, tout le monde a donné un peu de son tricot, on l'a emballé dedans. Avant que le lendemain, l'arabe est venu maintenant avec quelques petits habits du bébé. C'est comme ça, 2 semaines après, maintenant, l'enfant, quand le nombril a essayé de tomber, on nous a fait Boza avec lui. Donc, il était avec nous là. Il était le plus jeune dans le bateau de 139 personnes là. Notre bébé là. C'était le bébé de tout le campo en fait. Et quand on nous charge et tout, après on démarre. Et quand on démarre, on commence à naviguer. On arrive, on tamponne
on appelle ça comment? Les gens, l'armée marine, si je ne me trompe pas, on tamponne. Les gars nous demandent de stopper. Donc, c'était comme ça pour contrôler si notre bateau a payé le cachet. Parce que quand on paye, apparemment, ces gens collent un petit truc que nous, on ne connaît pas. Quand on ne paye pas, c'est d'avance que quand on va vous prendre, vous allez partir qu'on n'a pas tout payé avant de sortir. Mais notre bateau a été payé. Et qui paye ça? C'est le corseur qui s'entend avec l'arabe pour payer. S'ils disent que ça là, on ne paye pas, vous allez seulement tomber et repayer. Sans compter que c'est parfois mieux que c'est la police marine qui vous arrête, au lieu que ce soit les calaboucheurs. Les calaboucheurs, ce sont des délinquants, ce sont des brigands qui vous arrêtent, qui partent vous liquider dans des maisons pour aller vendre le corps et les hommes pour travailler comme des esclaves. Oui. Maintenant, quand ils nous ont interpellés ils ont constaté que notre route était payée et tout. Les ASMA, notre route était payée, comme des pirates exactement. Ils nous ont demandé maintenant de redémarrer pour continuer. Quand ils nous demandent de redémarrer pour continuer, le moteur ne démarre plus Pinterest, ça ne démarre plus. Le gars touche le moteur, ça ne démarre pas. Tout le monde commence seulement à prier. On prie. Tout le monde. On demande qui a les idées pour faire. Tout le monde essaye à son tour et tout. Ils ont seulement essayé et tout. Mon mari est passé à son tour, il a prié et tout. Il a essayé de toucher et ça a démarré. Avec l'aide de notre frère malien là. Quand ça a démarré comme ça, on a continué le voyage. Quand on est arrivé maintenant à la ligne qui divise l'Europe et l'Afrique, c'est une ligne blanche. Ce n'est pas des histoires d'Omi de elle est vraiment blanche. Elle est bien blanche la ligne. De l'autre côté, l'eau est bleue, de l'autre côté, l'eau est rouge. C'est l'Afrique, l'eau est rouge, de l'autre côté, l'eau est bleue. Oui. Quand on a vu ça, on a commencé à crier Boza, Boza. Mais avant d'en arriver là, les gens de mon village ne voulaient pas toujours me voir traverser. Ils sont venus me tenter là-bas. Je t'explique pourquoi. Étant dans l'eau là, Sharon, c'est là que je dis qu'on a fait accoucher son bébé là. Comme c'est une fille bien potelée, elle était assise à côté de moi. Elle ne faisait que bouger ses laces, elle me serrait. Moi, avec mes petits os, elle me comp. Donc, elle était en train de comprimer mes petits os comme ça là. Pas moyen que je bouge. C'est là qu'elle dit que ma, tu bouges même quoi depuis. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est moi qui t'ai demandé de manger beaucoup de cuit dans le pays américain pour venir me serrer ici. C'est pas ma faute, tu ne as gonflé tes laces. Comme je dis ça à qui là comme ça. Elle ne digère pas. Elle me dit que tu dis ça, elle dit que toi. Maintenant que on est en train de se disputer, les garçons princesses, son mari est assis là-bas, il dit qu'il veut venir m'arrêter la bagarre. C'est là que je dis, garçon, non? là que je dis que grand frère, je vais te faire quelque chose. J'ai arrêté le grand là ici comme ça. Elle dit que Big, tu me connais même pas. Je suis un enfant de barrière, mais j'ai l'instinct, la folie des étoiles dans ma tête. On va nager ici, Big. Moi, j'ai laissé mes 3 enfants au Cameroun, même si c'est ici avec leur père, on a une génération. Voilà ton premier fils. Je vais d'abord prendre le machin et les jeter dans l'eau. Tu veux venir menacer qui? Tu veux mettre ta bouche dans les problèmes des femmes? C'est quoi ton problème? Tout ça sur le pompé. Vous n'avez pas pitié de vous, hein? C'est le diable. Je te dis que c'est le diable. Quand il te dit que les gens de mon village, tu crois qu'il dit ça comme ça parce que moi-même j'étais consciente quand je voulais bagarrer. C'est le diable, man. Il te dit la vérité. Donc les gars, vu qu'on voulait approcher l'eau, ils ont dit que c'est pas où tu vas d'aller. C'est ça comme ça qu'ils venaient me tenter. C'est comme ça qu'on commence à se disputer. Quand on commence à se disputer, mon mari commence à prier. Il prie. Il prie. Après ça, je me calme. Il ne parlait pas. Il me regardait seulement comme ça en priant. Après, c'est monsieur calmé, le grand là s'est calmé. On s'est assis. Après, nous sommes arrivés là, il y avait le creux là. Quand nous sommes arrivés là, on a dit, bon, ça c'est là, on lance l'appel. Parce que quand on nous donne le truc avec le GPS là, qui est comme le téléphone là, on appelle ça comment? C'est de là maintenant, donc, on finit, on commence, on appelle. Le monsieur dit nous sommes ici, venez nous chercher. Tout quand il est en train d'appeler comme ça, on nous dit que non, mon mari n'est pas prophète, mais c'est un croyant de feu. C'est quelqu'un qui fait tout avec la prière, même pour boire de l'eau simple qu'il prend dans sa propre maison. Quand il met dans le verre, il prie avant de boire. C'est sa nature. Il prie beaucoup. Donc, du coup, c'est comme ça, donc, on commence à crier aidez-nous, pardon, pitié, aidez-nous, pardon, pitié. Quand ils finissent maintenant, on crie comme ça, ils nous demandent que position et tout, ils nous localisent. Ils nous disent que restez tranquille, on est en train de voir d'où vous êtes, ils viennent d'abord, ils envoient d'abord l'hélicoptère. L'hélicoptère sillonne, ça nous repère. Quand ça nous repère, ça prend la route. Ça veut dire que quand ça prend la route là, en l'air, nous on doit suivre ça au niveau de la Méditerranée. On suivait, quand on arrivait, on était comme ça, il fait stop. Parce que si on accoste à côté du grand bateau, ça nous renverse. Parce que le grand bateau est grand et le gonflé est tout petit comme ça. C'est comme ça qu'ils nous disent stop maintenant. Ils viennent maintenant avec d'autres petits bateaux pour nous retrouver. Quand ils viennent maintenant, on dit d'abord les personnes malades, sexe confondu, femmes ou enfants. Après, les femmes enceintes, les enfants, après les femmes enceintes, les femmes en santé et les hommes en dernière position. C'est comme ça. Dieu merci, notre bateau était posé, on n'a pas discuté. Parce qu'il y en a d'autres, à la dernière minute, le fait de pouvoir discuter que non, c'est d'abord moi qui monte, vous chavirez là sur place et les gens meurent. Mais nous sommes restés calmes, on nous a transportés one by one. Quand on me transportait, que mon mari est resté derrière, je n'étais pas tranquille parce que je savais que ça se passe souvent à la dernière minute que les gens meurent là. À cause que vous vous bousculez et tout. C'est comme ça que quand on a fini de nous secourir et tout, nous sommes arrivés maintenant au grand bateau. Et quand vous arrivez au grand bateau, ne t'inquiète pas pour l'heure, c'est déjà lancé. On va faire arriver son donné demain en classe. Ouais. C'est pas que Blaise a dit que le genre, c'est là. Non, t'inquiète pas, on finit avec. Donc, du coup, c'est comme ça, donc maintenant que, arrivé, quand nous a secouru et tout, on nous demande maintenant que vous êtes avec qui. Parce qu'on vous demande si tu es avec ton parent ou bien quoi que ce soit. C'est là qu'il dit maintenant que je suis avec mon mari. Tout le monde du bateau s'exclame, dit que non, c'est son grand frère. Il dit que vous connaissez ma vie plus que moi. Je vous dis que c'est mon mari. C'est quoi avec vous? Comme il dit là directement, là, les nouvelles, il ne sait pas comment ça a fait pour s'envoler dans les téléphones. Le gars qu'on appelle Rasta, il était au courant que c'était le fait, il a payé le fait. Il nous a fait beau ça, mon mari et moi. Heureusement que ça a pris haut. C'est que Rasta n'allait pas vous louper. Maman, il n'allait pas nous louper, il allait seulement nous finir. On dit que le beau ça, c'est la tête, maman. Il dit que non, je ne crois pas donc. Il dit que non, je ne crois pas et tout.
C'est comme ça que je me suis connectée après, mais il dit que n'écoute pas les gens là, ce sont des stupides, ils comprennent même d'abord français. J'ai dit que mon grand frère, ce qui te disait là que mon mari, qui t'envoie l'enregistrement, là, moi, il disait ça, c'est des mensonges. Parce que je voulais pas heurter le pauvre, en fait. Oui. Et du coup, c'est comme ça que nous sommes restés là-bas, on a dormi 3 jours dans l'eau, question de recueillir aussi d'autres bateaux. Et après, on a accosté en Italie. Quand on a accosté, j'ai vu la terre de l'Europe. Je n'ai pas fait de manière, d'abord de nature, je suis pas une personne qui est dans les manières des Nimba, c'est pas mon fort. Je me suis à genoux et j'ai remercié l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, Alhamdoulilah, je suis arrivée à bon port, vivant, malgré tout. Et c'est de là maintenant qu'on nous a récupérés, on est parti nous mettre dans les campos en Italie et tout. La maladie ne m'a pas loupé. Je suis arrivée étant pourrie dans le contexte que les infections à cause du manque d'hygiène. Parce que je me lavais avec l'eau rouge, j'ai le fait d'utiliser le même caleçon, le fait, c'était vraiment, c'était pas On bon. n'entre plus dans les détails, j'ai l'impression que j'ai les chimies sur le corps, maman. C'est pas évident, mais mince. J'espère que vous écoutez. Oh. Donc, du coup, on m'a pris la maladie ne me laissait pas, on m'a hospitalisée. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital, même jusque là, c'était pas trop ça. Mais on m'a prise en charge, le blanc reste le blanc. Ils ont fait de leur mieux pour me remonter, pour me remettre sur pied et tout. Et après ça, quand on est parti nous mettre là où on devait rester, on était censé rester en Italie, entre parenthèses. Nous, comme c'était pas notre destination, parce qu'en quittant, quand on était déjà en route, on savait qu'on va arriver ici, parce que mon mari, lui, il avait les connaissances ici. Nous, on nous avait conseillé que quand vous venez là, venez ici. Donc, on a fait 2 mois presque en Italie. Les 75 € qu'on nous donnait par mois, nous, on n'a pas mangé. On a gardé nos 75 €, on s'est privé, on a continué à manger les pâtes qu'on préparait pour nous chaque jour. Et entre-temps aussi, étant toujours au camp là-bas, j'ai acheté la cigarette pour vendre. Donc, j'ai pris 30 € dans mes premiers 75 € qu'on m'avait donné. J'ai acheté la cigarette avec pour le vendre aux gens du camp, pour qu'ils ne sortent pas tout le moment pour aller vendre. J'avais un petit bénéfice. Quand nous sommes arrivés en Italie, là, quand on a accosté, on nous a donné les crédits pour mettre dans les téléphones et appeler. On donnait 75 € oui, seulement, parce qu'après, on préparait pour nous. On préparait pour nous le déjeuner à midi et le dîner. 75 € c'était juste pour ta poche. Quand j'avais appelé ma maman, vu que dans tout ça, moi, ma famille ne savait pas que je suis en route pour Boza. Parce que je ne voulais pas inquiéter ma famille et personne n'allait être d'accord si je disais au revoir. Donc, du coup, j'utilisais toujours mon WhatsApp du pays, qui faisait croire à ma famille que j'étais toujours au pays. Mais quand quelqu'un voulait tout le temps me voir, je disais que non, je suis en déplacement, je tournais. Mais ma maman, quand j'étais tombée gravement malade, que je failli laisser ma vie là-bas en Libye, que Rasta décide que je pars au prochain machin, ma maman fait un rêve là où je pleure. Là où je pleure, elle fait le rêve là 3 jours successifs, là où je dis, maman, sauve-moi, me voici qui périt. Elle fait ce rêve 3 fois, elle demande à ma grande sœur à qui je m'étais confiée que je suis partie avec le père de mes enfants, que où est ta petite sœur? Ma grande sœur dit que non, elle est ici à Douala, ça va bien, ma mère dit que les enfants, si vous Ça veut dire que Elvira, tu as voyagé comme ça là. Que tu as suivi ton mari comme ça sans informer la famille, rien. mais juste ma grande sœur, j'ai ma confidente là, rien que elle, que j'avais dit. J'avais dit rien qu'à elle là. Et c'était pour que si c'est que je l'avais dit que là où je suis arrivée, quand j'étais arrivée en Libye, j'avais fait comprendre à ma soeur que si je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois sans t'appeler, il faut que tu saches où je suis en prison, où je suis d'ailleurs. Et c'est là que tu as le droit d'informer la famille. Du coup, ma grande soeur faisait les efforts du monde entier de m'appeler 1 fois par semaine dans le téléphone de Rasta pour qu'on me donne et je causais avec elle. Je prenais les nouvelles de nos enfants avec mon mari aussi. Maman, et si tu partais, tu ne revenais plus vraiment comme quelqu'un a dit là. C'est que c'était le destin parce qu'il y en a d'autres qui dormaient à côté de moi qui sont décédés dans l'eau. Il y en a des gens avec qui j'ai partagé la nourriture en Afrique qui sont décédés dans la Méditerranée, malheureusement. Et moi, le bateau, les 2 personnes qu'on enlève dans le bateau pour me mettre avec mon chéri, le bateau qui était destiné à nous à chavirer, il y a eu 13 morts. Donc, ça veut dire le bateau que nous étions censés prendre à chavirer, il y a eu 13 morts. Donc, Dieu m'a enlevé de là pour me mettre dans l'autre bateau parce qu'il savait que si moi j'étais dans le bateau qui chavirait, j'allais partir avec mes problèmes d'asthme et tout. Oui. Voilà. Donc, du coup, quand j'appelle ma maman me demande que Paul lui a changé de Cameroun. Je dis que non, c'est moi, je suis en Italie et tout. Elle me dit que tu es arrivé quand? Du coup, sur le coup, je dis que moi, j'ai pris l'avion. Je viens d'atterrir, je voulais seulement te faire part, je te rappelle demain. Je ne peux pas l'inquiéter. C'est 2 ans après que ma famille a su que j'avais Boza. 2 ans après. Parce que je ne voulais pas inquiéter, en fait. Donc, du coup, en étant en Italie, là-bas, comme je disais, on a gardé notre argent et tout. On a décidé de sortir un matin pour venir en Allemagne. On a laissé tous nos avions, sans seulement sortir avec les habits du froid et tout, et leur brosse à dents dans le sac, et mon petit caleçon de rechange. Là, au moins, j'avais le privilège et le luxe de quitter même avec tous mes caleçons et de mettre dans ma poche du blouson. Ce n'était plus comme pendant le chemin. Et après ça, du coup, quand nous sommes arrivés pour traverser la frontière, l'Italie, Suisse, on ne pouvait pas monter parce qu'on n'avait pas nos passeports avec nous. Il y avait trop le contrôle, on avait à couper le ticket. Il nous restait seulement 50 €. Et maintenant, il y a un gars qui nous a fait comprendre qu'il faut nous couper le ticket. On a donné l'argent, c'était un Westaf. Le gars est entré sous les ponts de Banok, là, il a fui avec l'argent. On s'est retrouvé là, on a un ticket qui ne passe plus et on ne peut plus avancer, on n'a plus d'argent. Je suis restée là tranquille, j'ai dit à mon mari que calme-toi, tu es avec ta maman. Non. Comme tu es mon papa, c'est comme ça que je suis avec ta maman. Je vais trouver une solution pour nous. C'est comme ça quand j'ai vu un groupe de personnes qui rentraient de l'armée dans une mission. Ils sont venus pour aller monter dans un train express qui partait de l'Italie pour la Suisse. J'ai dit à mon mari que c'est ici là qu'on va entrer, au milieu de la tour des policiers ici, des gens de l'armée ici. On est parti, il avait projet que viens on part. Nous sommes partis. J'ai commencé à faire comme si j'avais trop froid comme ça là. Trop froid, c'est comme ça qu'un maître avait son beau, l'habit des policiers, des gendarmes là. Il m'aide avec ça. C'est comme ça qu'on entre avec eux, je m'assois avec eux. Quand on s'assoit avec eux, Dieu merci, il n'y a pas eu contrôle dans le train. Le train nous a laissé directement à Zurich. Étant à Zurich, on descend de là maintenant, on attend à Zurich là, on appelle le pays, on nous envoie l'argent pour acheter le... S'il vous plaît, soyez concentrés. Vas-y, maman. Du coup, maintenant, c'est pas un secret ça, ma chérie, ça c'est ma technique que j'avais utilisée pour pouvoir traverser. Nous sommes maintenant arrivés là-bas à Zurich, au Bahnhof de Zurich.
Le frère a failli finir avec ma race parce qu'il y a un temps, on ferme le panneau, vous devez sortir. On s'est retrouvé des gens avec tellement froid. Et il y a une femme qui venait partager les cafés pour une première fois dans ma vie et une dernière fois que j'ai bu le café, je pense. Parce qu'il fallait quelque chose qui va me réchauffer. Nous avait sauvé pendant la vie le jour-là. Le lendemain, on a pris le transport, le train pour venir en Allemagne. Et on arrive même en Allemagne, on a peur de sortir parce qu'on a vu les policiers, le train rentre encore avec nous à Zurich. Et après, ça nous ramène encore. Et quand ça nous ramène, on sort, on tombe entre les mains d'un Gambien qui nous accueille chez lui pendant 3 jours, il nous prépare à manger, il nous reçoit comme si c'était la fête. Il nous achète la puce, ma puce que j'ai dans le téléphone, c'est juste aujourd'hui, c'est lui qui nous achète notre première puce. Et il nous donne un petit téléphone comme cadeau pour communiquer. Et c'est chez lui qu'on dort 3 jours, on se repose et tout. Avant maintenant que mon mari contacte maintenant ses amis qui étaient déjà ici, qui nous donnent l'itinéraire et tout. On se retrouve donc chez un ami à lui. On fait une semaine et après il part nous laisser au camp de l'asile à Heidelberg. Là où à partir de là, on nous a transférés à Freiburg. Étant là-bas à Heidelberg aussi, j'ai fait 2 mois. Pendant les 2 mois, j'ai travaillé aux toilettes. Je lavais les toilettes. En quittant de Heidelberg, comme je disais, comme je n'aime pas rester sans rien faire, les 2 mois que j'ai fait là, j'ai aussi travaillé là-bas, j'ai gagné 100 euros parce que, non, j'ai gagné plus de 100 euros parce qu'on me payait 25 euros la semaine, quelque chose comme ça. Nous sommes quittés de là maintenant de Freiburg et de Freiburg maintenant, on nous a envoyé dans la ville où je suis actuellement. Donc je vais taire le nom parce que je ne veux plus qu'on sache où je suis. Non, ne partage pas, maman. C'est là qu'on nous a envoyé et c'est de là que l'intégration a donc commencé. Avant de continuer, avant de parler de l'intégration, moi j'aimerais te poser une question. Si c'était à refaire, est-ce que tu emprunterais le même chemin? Plus jamais. Et je n'oserais jamais donner ce chemin à quelqu'un. De préférence que tu ne me parles plus comme beaucoup ne me parlent plus aujourd'hui parce qu'ils se disent que j'ai fermé la route de l'Europe. Je ne veux pas dire comment je suis venue, je ne veux pas donner les contacts parce que c'est quelque chose, on appelle ça, c'est un suicide. Sans retour. C'est le Seigneur qui a mis la main pour que je sois ici aujourd'hui et que je puisse raconter, mais ce n'est pas quelque chose que je peux encourager, même si la vie est dure n'importe comment. Ça, jamais. Même pas mon pire ennemi, je ne peux faire l'erreur de conduire ce dernier sur cette route-là. Ok. Merci beaucoup. Et s'il fallait donner un conseil à un jeune frère sur le chemin du Beaux-Arts, c'est-à-dire qui se dit actuellement que je n'ai nul autre choix, c'est-à-dire un frère dans la même position que ton mari, qui se dit je n'ai pas d'autre choix que le Beaux-Arts. Qu'est-ce que tu dirais à ce petit frère qui t'écoute ou à cette petite soeur qui t'écoute? Ce que je vais dire à ce petit frère, c'est que le Beaux-Arts n'est jamais l'option pour que tu sortes de ta misère. On a l'impression que c'était l'option quand on est ici. Mais je déconseille toute personne qui veut utiliser ça comme option. Mais plutôt d'essayer de chercher d'autres options. Heureusement, aujourd'hui, les voies sont plus ouvertes qu'avant. On peut avoir des réseaux. Comme par exemple en Allemagne, tu peux faire tes cours de langue. Tu te bats, même s'il faut voir l'arachide et tout. Tu trouves ton petit réseau, tu trouves ta place de formation et tu viens. Surtout, ne jamais prendre la route. Je dis, ne jamais prendre la route. Jamais. Merci. Ça a été conseillé jusqu'à la mort parce que c'est l'aller en enfer sans garantie, avec une certitude à 98% de chance de mourir. Ouais. Merci. Donc, Elvira, Dieu merci, est arrivée en Allemagne. Avec, tu as dit que tu as eu des infections ici et là, mais pas quelque chose de trop grave en tout cas. Ouais. Donc, quelles étaient tes impressions une fois en Allemagne, tes premiers jours, l'intégration, je suppose que tu es passé par un camp. Quel élément qui te démarque de tes collègues bousailleurs ou confrères bousailleurs? Nous, quand on arrive à notre premier camp à Heidelberg, la première question que je pose, c'est que c'est notre destination finale ou elle est provisoire. On nous dit elle est provisoire. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire ici pour commencer à se bouger les pouces. On me dit ici, tu ne peux qu'apprendre les cours de langue et aller faire les petits boulots, comme je vous ai dit. Et c'est là que j'avais décidé de faire les cours de langue à l'instant, là, d'abord à Heidelberg. Des cours de langue dont tu sors sans formation, mais avec un niveau. Sans un diplôme de langue, mais avec un niveau. J'ai commencé à prendre les cours de langue. Les jours que je n'avais pas les cours de langue, je partais, je lavais les habits, parce qu'il y avait une place dont laver les habits pour tout le monde qui habitait un séché, on me payait 25 euros. C'est à partir de là que j'ai commencé. Donc, je sors de Heidelberg 2 mois après, avec quelques petites connaissances. Je pouvais dire, Guten Morgen, Guten Abend et tout ça, là, ce que je ne connaissais pas dire quand je suis arrivée. Et pareil, quand je suis arrivée aussi à Freiburg, après 1 mois et demi, j'ai eu à faire les cours de langue encore, ce qui fait en sorte que quand j'arrive ici, dans la ville là où je suis, quand vous avez envoyé, on me fait passer le test A1, j'ai réussi avec mention, on me balance directement au Asweis pour composer. Donc, je n'ai pas laissé passer le temps en fait. J'ai dit, tu es arrivé là où tu partais, il est temps que tu donnes le meilleur de toi. Mon impression c'était, je dois être parmi les exemples, car ma souffrance en vaut la peine. Sinon, si je viens ici et ne rien fourre, je me moquerai de Dieu qui m'a sauvé la vie au désert. Ouais. Ok. J'ai envie de te poser la question, celle de savoir, est-ce que cette envie d'apprendre la langue, parce qu'on le sait, quand tu es dans un pays où on parle une langue autre que le français, bref, ta langue de naissance et tout, tu as besoin de cette langue-là pour faciliter ton intégration. Alors, c'était un conseil de ton chéri ou bien ça venait de Elvira, ça venait des ambitions de Elvira? Ça venait de moi-même, au plus profond de moi, parce que comme je l'ai dit, ma part d'enfance, je n'ai pas souffert quand j'étais plus petite et je n'ai jamais voulu que mes enfants souffrent. Donc, ma motivation première, c'est d'abord le fait que j'aime la belle vie et cette belle vie, mes enfants le méritent. Quand ils ne m'ont pas demandé à naître. Du coup, quand je suis arrivée ici, là où j'ai compris que j'ai la possibilité de devenir quelqu'un, c'était mon ambition à moi. Je remercie Dieu parce que c'était aussi l'ambition de mon mari. Parce que lui-même n'est pas quelqu'un à dormir en fait. Donc, du coup, c'était notre ambition, nous deux. On a commencé ces cours de langue tous ensemble et on partait toujours à l'école ensemble. Parce que même quand je tombe enceinte et que je ne pouvais pas me lever le matin pour aller à l'école, c'est lui qui me levait le matin, il me réveillait le matin, il me lavait, il m'arrêtait par la main. On partait à l'école ensemble. Je vomissais dans les plastiques, mais on était toujours ensemble. On a fait les cours de langue ensemble, on a pris les cours de langue, les diplômes de langue ensemble. Je compose mon A2 et le A1 au même moment étant à l'hôpital.
Parce que quand je compose le asthme, j'étais déjà enceinte, je pense, de 3 mois. Les vomissements ne me lâchaient pas, les malaises de la grossesse en tant que femme, tu connais ce que c'est. Et c'est là maintenant que le jour de la composition, je lâche, je tombe malade, l'ambulance vient me chercher, je commence à pleurer que je ne veux pas échouer, pardon, je ne veux pas échouer. J'ai trop souffert chaque matin, je venais ici, ce n'est pas la dernière minute que je vais échouer. S'il te plaît, pardon, j'ai supplié Frau Nina que je ne veux pas échouer. Elle me dit que qu'est-ce que tu veux? J'ai dit la seule chose que tu peux me rendre comme service, envoie-moi un professeur à l'hôpital. Quand je vais m'installer, on me donne les épreuves, je vais composer. Elle m'a posé la question de savoir si j'étais sûre. J'ai dit que oui, je suis sûre. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle a déplacé Frau Nagel. Frau Nagel est venue avec moi jusqu'à l'hôpital. Quand on m'a placé la perfusion et tout, elle m'a laissé me reposer, elle a pris le temps. Elle voulait voir vraiment si j'étais sérieuse. On m'a donné les épreuves, j'ai composé. Et j'ai réussi avec une note de 75 points sur 100 points. J'étais très Wow. fière. Félicitations. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, de ce que tu viens de dire, il faut avoir des objectifs. Parce que toi, ton objectif, c'était la belle vie. Et parce que Elvira voulait offrir une vie luxueuse à ses enfants, à elle-même, bref, à sa famille, elle a tout donné en fait. Elle n'est pas arrivée dans un camp. Elle sait, je ne sais pas, elle a dit que bon, on me donne 75. Si on ne me dit pas monte, je ne monte pas. J'ai mes 75 euros ou je ne sais pas 100 euros. Je gère. Je ne fais pas l'impossible. Je dis qu'elle s'est surpassée. Oui, oui. Je dis qu'elle n'était pas obligée de commencer à apprendre la langue, mais elle a commencé. Elle arrive au deuxième camp, on dit, on teste son niveau, on dit que maman, ton niveau, ce n'est plus le 1, le A1, c'est le A2. C'est comme ça qu'elle se retrouve au A2. Et vous écoutez, malgré le malaise, elle a dit que même à l'hôpital, je vais composer. Je ne sais pas si vous captez un peu le spirit, parce que beaucoup manquent, beaucoup n'ont pas cet état d'esprit en fait. Et c'est à féliciter. Vraiment, les gars, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont beau ça dans le live, mais je vous conseillerais de vous inspirer d'elle. Franchement, c'est vraiment un exemple à suivre. Donc, et après le A2, je suppose que tu as continué avec le B1. Exactement. B2, toujours aussi brillante. Oui, au niveau du B1, j'ai fait le B1 pour la première fois. Et après ça, quand j'ai eu le B1, j'ai dit, parce qu'on m'avait fait comprendre qu'avec le B1, tu peux y avoir une formation de 3 ans ici si tu veux. Vu qu'étant toute petite, j'ai toujours voulu être ou dans l'armée ou dans la médecine. C'était mes deux rêves, mes deux boulots de rêve. En fait. Et vu que la police, malgré que c'est mon rêve, ça ne permet pas avec mes petites défaillances de santé. Je me suis dit, au moins la santé, je ne vais pas rater dans ça. Du coup, je suis allée sur Internet après avoir eu mon B1. Je suis allée sur Internet, j'ai essayé de me renseigner comment faire la formation des infirmières et tout. Et c'est de là que j'ai monté mon dossier moi-même. Je suis allée voir le social, parce que j'étais encore au camp. Je suis allée voir le social et j'ai présenté mon dossier au social. Il m'a demandé qui t'a aidé à monter, je dis moi-même. Après, elle a contrôlé et tout, elle a appelé l'école pour demander s'il y a encore le temps pour faire les demandes et tout. On a dit que oui. Donc, l'école a demandé si je parlais allemand et tout. Elle a dit oui. L'école m'a fait une petite interview comme ça, là, téléphonique pour essayer de tester avant de me donner le rendez-vous. On m'a donné le rendez-vous, je suis partie, j'ai déposé mes dossiers et tout. Et après, j'ai été retenue, je suis passée là-bas, on m'a interrogé et tout et tout. Et... Ouais. C'est comme ça que j'ai eu la place de formation. J'ai commencé la formation. Ce n'était pas facile parce qu'entre-temps, j'avais accouché 2 enfants. Entre-temps, j'avais accouché 2 enfants. Je vous rappelle que pour mon B1, pour que j'ai mon B1, j'avais ma fille à main. Parce que quand j'ai réussi à mon Asvice, après la grossesse, on m'a d'abord laissé à la maison parce qu'il fallait aussi que d'autres personnes fassent, parce qu'il y a tellement d'émigrés. On m'a dit quand l'enfant aura 3 ans, tu vas aller laisser l'enfant à la maternelle et tu vas continuer les cours. Mais moi, je n'ai pas attendu. Quand ma fille a eu 1 an, c'était un peu de gros pour moi. J'ai fait mes recherches moi-même là, je peux trouver des cours. Un jour à Fort Zane, je marchais, j'ai vu, il y avait une plaque là qui disait que l'école de langue et tout pour mère d'enfants. Je suis partie, j'ai demandé à une personne qui était là de savoir si c'est une école et tout de langue. On m'a dit oui. J'ai demandé que c'est à quel niveau dans l'immeuble on m'a donné. J'ai pris l'ascenseur avec mon bébé, je suis montée, je suis allée là-bas. J'ai trouvé les femmes là-bas, j'ai toqué. J'ai dit que je suis venue me renseigner parce que je suis mère d'enfant à la maison au camp. On m'a demandé d'attendre et moi je trouve que c'est très long. Et j'aimerais savoir si vous avez encore les places vu que j'ai un bébé. Je veux comprendre un peu quand vous dites mère d'enfant, ça se passe comment ici. C'est là qu'elle m'explique que ici tu viens avec ton enfant le matin, il y a une petite garderie dans l'école qu'on garde les enfants et toi tu fais les cours. J'ai dit que pardon, je n'ai pas encore les papiers, mais j'aimerais bien faire les cours. Là, j'ai seulement le Ausweis vert de l'asile. Elle m'a demandé, j'ai donné. Elle a vu le nom, elle a appelé maintenant le langue ensemble, la personne qui s'occupait de ma lettre de alphabet des noms. Elle a appelé, elle a informé, on m'a dit qu'il y a une possibilité de me payer les cours si j'ai trouvé la place. S'il y a la place là-bas. La dame a dit qu'il y a la place, on peut bien l'accueillir. Et c'est comme ça que la dame a fait tout ce qu'il fallait. Elle a monté mon dossier, tout, on m'a trouvé la place. Du coup, je partais maintenant à l'école chaque matin avec mon bébé, on se levait à 5 heures, je la prêtais. Moi, je partais faire les cours de langue, mon mari aussi partait faire les cours de langue de son côté. Moi, je partais du côté des mères. J'arrivais, je donnais mon bébé. Quand elle pleurait, on m'appelait, je la laitais et je laissais encore là-bas à la garderie. Je continuais les cours. On finissait les cours parfois à 14 après on rentre à la maison. Et c'est comme ça que j'ai eu mon B1 en fait. Avant maintenant de décider de continuer avec la formation. Tu as la motivation qui manque à beaucoup de beaux ailleurs. C'est-à-dire que c'est dommage de prendre autant de risques et de se contenter d'aussi peu. Parce que pour moi, quelqu'un qui affronte la mer, le désert, je ne sais pas, tout ce que vous avez affronté là, les VOL et tout, et qui arrive sur un terrain où cette personne-là a toutes ses chances de percer. C'est-à-dire qu'on vous facilite l'intégration, on vous met des choses à disposition, et tu ne profites pas de cette chance-là. C'est un peu comme cracher sur les sacrifices passés. C'est un peu comme cracher sur la souffrance du désert et tout. Franchement, tu as un parcours de fou malade en tout cas. Avec beaucoup de chance, faut le dire. Parce que, comme tu as dit en amont, tu as raté un VOL 2 fois. C'est pas donné. Des gens sortent de là avec des traumatismes. Voilà. Donc, parlant de traumatisme même, avant de poursuivre, j'aimerais, si ce n'est pas déplacé, te demander si d'ici, c'est-à-dire que du Cameroun
à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant où tu as eu ton B2, B1, ou voilà, tu as eu ton admission. Donc, déjà en Est-ce France. que, oui, est-ce que tu as eu un traumatisme? Est-ce que tu as été traumatisé par quelque chose? Pour le parcours du voyage, je ne vais pas être ingrate. Je ne peux pas dire que je suis traumatisée parce que les actes qui pouvaient me traumatiser, le Seigneur m'a épargné de ça. Mais je peux juste dire que j'ai beaucoup eu peur. J'ai vraiment beaucoup eu peur. Tellement, c'est la peur. J'ai ressenti beaucoup de peur pendant tout mon voyage et tout. Donc, traumatiser, ça serait abusé parce que ce qui pouvait vraiment me traumatiser, comme je le disais, le Seigneur m'a protégé de ça. Donc, c'est la peur. Et c'est cette peur que j'ai eue qui a aussi fait grandir ma foi envers l'Éternel parce que j'ai compris qu'il y a un Dieu tout-puissant là-haut, que quand tu l'appelles, il est là pour toi. Il suffit juste d'avoir la foi et d'y croire. Ok. Donc, j'allais te demander quel a été l'impact de ton mari dans ton parcours, mais durant tout l'interview, durant tout le récit, tu nous as schématisé l'époux parfait qui est ton mari, le partenaire idéal qu'il a été pour toi. C'est-à-dire que quand tu fléchissais, il était là pour te ramasser. Quand Exactement. tu voulais faire semblant d'être démoralisé, démotivé, il était le point ferme sur la table qui te disait, hey, Elvira, rappelle-toi de tes talons que tu as oublié. Tu as oublié. Rappelle-toi de tes talons que tu as jetés. Il a été vraiment un pilier véritable en tout cas. Donc, cette question-là, on a déjà eu la réponse à ça. Donc, j'aimerais demander, au niveau de tes enfants, comment ça s'est passé avec les enfants? Est-ce que ça a été facile de faire venir les enfants et comment est-ce que tu gères actuellement avec les enfants? Les enfants, au total, j'en ai fait 6 et j'en ai 5. Ma sixième est Britou là-haut chez le Seigneur, que j'aime beaucoup, qui est ma préférée parce que, bon, elle mérite tout mon amour à 100%, pareil que les autres, mais elle plus parce qu'elle n'est pas proche de moi. J'ai pas compris. Elle brille tout là-haut. Ouais, je l'avais perdue à la naissance, la sixième. Oh, mes condoléances. Mais ça, c'est la chose que je peux dire que depuis que je suis arrivée ici, ou bien de toute ma vie qui m'a traumatisée en fait. Mais après, bon, tout ce que Dieu fait, bon, c'est juste que je l'avais perdu à un moment de joie aussi, parce que quand je faisais ma formation, je l'avais conçu sans toutefois savoir, c'était un déni de grossesse, j'ai su 3 mois après. Et quand j'ai su, je suis allée composer étant très malade, j'ai payé même le taxi, parce qu'on m'avait dit que je peux rester là-bas à la maison. Quand je vais accoucher, je vais aller continuer là où j'ai laissé. J'ai dit, je peux pas venir laisser à la dernière minute. J'ai payé le taxi de mon argent, je suis allée, j'ai composé l'écrit et tout, et l'oral. Et malheureusement, le jour qu'on remettait les diplômes, moi j'étais à l'hôpital. À 15h pile, quand on remettait les diplômes, moi j'ai malheureusement perdu ma petite princesse. Mes professeurs ont fait une minute de silence quand on arrive à mon nom sur mon diplôme. Mm, Pour me rendre hommage et me donner beaucoup de force en caméra et tout. mm. Et donc, non. De toute façon, la petite, où qu'elle se trouve, est certainement qui est d'avoir eu une maman comme toi, même si ce n'est que pour, ça n'a été que pour quelques mois. Parce qu'il y a de quoi être fier, en tout cas. Voilà. Donc, Beaucoup du de coup, courage à toi et on espère que le bébé repose en paix. non, elle repose en paix certainement. Car les anges n'ont fait rien de mal. Elle n'a vécu que 5 minutes sur Terre. Le plus grand contact, c'était qu'elle lâche son dernier souffle sur ma poitrine. Et c'est un contact à vie. C'est ça qui me rend de temps en temps plus forte aussi. Bref, faut pas être triste. Tout ce que j'ai fait, bon. Au moins, je suis déjà propriétaire là-bas chez les morts. J'ai déjà construit les étages. Dans tous les cas, j'étais en train de dire que parmi les enfants, ici, je suis avec 2 petits. Et il y en a encore 3 au Cameroun. On compte faire venir le moment venu parce que on essaye de regarder est-ce qu'ils doivent couper l'école maintenant ou finir de prendre tous les diplômes avant de venir et tout. Mais des gens qui sont bien encadrés, qui fréquentent dans une école française de la place au C'est le pays. plus important. Voilà. Donc, du coup, les 2 avec qui je suis ici, je me débrouille pas mal. Ils sont déjà habitués. Ma routine à la maison, à 19h, tout le monde est au lit. Après avoir fait les devoirs, manger, brosser les dents et visionner, tout le monde pas au lit. Ça me permet moi aussi, si j'ai des devoirs à faire, je fais et tout. Par contre, malgré que j'ai déjà fait une formation et que j'ai travaillé 2 ans, j'ai décidé de continuer parce que moi, j'aimerais être chef d'entreprise. Je suis pas venue ici pour accompagner les gens. Désolée de t'interrompre. Tu as eu à faire une formation de 2 ans. Dans quel domaine et c'était quoi la spécialisation en tout? 2 ans déjà. J'ai fini la formation, toujours dans le domaine de la médecine infirmière, j'ai fini. Maintenant, j'ai travaillé 2 ans. J'ai décidé de retourner à l'école parce que mes projets, si le Seigneur me permet, c'est d'avoir mon petit, on appelle ça comment en français, mon ambulance digne, je ne sais pas si tu sais comment on appelle ça en français. Donc, avoir un truc là où tu as des. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Bon, je sais pas si c'est vraiment la clinique, mais c'est un peu, elle va être indépendante. C'est-à-dire qu'avoir son, voilà, c'est ça. Avoir son cabinet où elle pourra, voilà, c'est un truc du genre. Donc, je pourrais avoir la possibilité d'embaucher peut-être 5 à 7 infirmières et maintenant qu'ils pourront partir dans des maisons s'occuper maintenant des. Exactement. Donc, c'est un Non, c'est projet. une entreprise, non. C'est-à-dire que, bon, on peut dire mini clinique Voilà. où, voilà, elle est son propre patron et voilà, un dispensaire, quelque chose du genre, exactement. C'est encore un projet. Donc, avec beaucoup d'efforts, on arrivera. Donc, Dieu avec va les bénir. Amen. Avec les petits, maintenant, donc ce que je fais, comme je dis, à 5 heures, ils se lèvent, je finis de prendre soin d'eux, j'apprête tout. Quand mon chéri il est là, comme actuellement, ils ont gagné un marché à Stuttgart, là où ils partent pour aller construire les routes, parce qu'il est ingénieur de formation. Ouais. Je rappelle encore, on parle là de 2 beaux ailleurs qui ne se sont pas contentés des miettes autant pour moi. C'est-à-dire que elle est arrivée avec son chéri, son pilier, son combat, le jackpot originaire, pas les photocopies, pas les bracata jackpot là. C'est-à-dire que quand on parle de jackpot là, c'est son chéri qu'on voit. Je ne sais pas si vous comprenez, vous avez la vision, j'espère dans les commentaires. Voilà. Aujourd'hui, après une lutte acharnée, elle est en voie d'être,
on va exagérer la chose. Elle est en voie d'ouvrir son propre cabinet et son chéri est ingénieur de formation. J'exagère, mais c'est un ingénieur. Ça ne vous inspire pas, ça ne vous motive pas. Les beaux ailleurs, là, sortez du job center, sortez les 200 par mois. Je sais pas. Faites quelque chose de vos vies, en fait. Parce que je le répète encore, vous crachez sur vos efforts. On ne peut pas souffrir comme vous souffrez dans les déserts, là. C'est-à-dire que les filles qu'on veut, que ce soit devant ou derrière, tu arrives dans un pays où tu peux, je ne sais pas, tout le cardio que tu as amassé au désert, là, où tu peux mettre ça à l'épreuve, où tu peux charger le cardio, multiplier même par 10 et faire quelque chose de bien, comme Elvira. Tu te couches, tu dis que, ah, donc tu bossaillais pour venir ici vivre de 200 euros. Tu bossaillais, non, je ne suis pas en train de jouer, c'est un conseil. Tu risquais ta vie pour venir vivre du minimum, en fait. C'est quelque chose, c'est pas très logique, en fait. C'est pas très logique. Faut faire la différence. Faut prouver par A plus B que le beau-là, non. Si j'avais la possibilité de venir comme les autres, c'est que je suis loin. C'est le cas d'Elvira. Si son gars, son chéri, son mari, son époux biologique n'avait pas raté le voyage à plusieurs reprises, il n'aurait pas Boza et peut-être aujourd'hui serait plus loin, je sais pas, que ce soit professionnellement parlant ou bien, voilà. Donc les gars, cherchez à vous motiver, je sais pas. Prenez même Elvira comme modèle. Prenez Merci. même Elvira comme modèle, je sais pas trop. Voilà. Donc Elvira, là je lis Elvira style déco. Est-ce qu'en dehors d'être dans le domaine de la santé, tu as également une entreprise qui fait dans la décoration ou autre chose? Ah, pas encore. La déco pour moi c'est une passion parce que j'aime bien quand tout est propre et ordonné. Donc c'est une passion pour un départ, mais qui reste aussi dans l'avenir un projet. Si le Seigneur le permet, pardon, qui reste un projet. Mais pour le moment, ça reste une passion qui me permet de maintenir ma maison à la hauteur de ce que j'aimerais avoir comme intérieur. Non, vraiment, ça fait chaud au cœur de recevoir des gens comme toi, avec un bagage aussi chargé. Parce que voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais un peu sortir du cadre de l'émission et je vais demander à Elvira, les clashs là, c'est parce que tu t'ennuies ou alors, je sais pas. Bon, les clashs, comme je le disais tantôt, moi je suis venue sur TikTok à la base, comme ceux qui m'ont connu à TikTok à l'époque de 2019, comme les kumkum, les salades. C'était dans le contexte de que je faisais toujours ma décoration, je publiais, malgré que j'avais des maisons un peu moins spacieuses comme maintenant, mais j'ai toujours proposé la décoration. Je me suis retrouvée dans les clashs par amour pour ma fille. Parce que quand j'ai eu à perdre ma fille, malheureusement, les personnes avec qui je partageais des clashs se sont retournées, les lives, pardon, se sont retournées contre moi et ont commencé à se moquer de moi en disant, tu voulais me montrer que tu es trop intégrée, voilà, tu as perdu l'enfance que j'ai fait pour toi. Et c'est quelque chose que je n'avais pas digéré comme toute maman. Hum, Et je me suis laissée emporter avec la douleur, la perte de mon enfant et tout. Je suis devenue, j'ai ressorti l'instinct animal que toute personne a en elle. Et du coup, j'étais sur le point de me défendre contre tout le monde et tous. Dès l'instant que tu me prononçais, je bondissais sur toi. Et du coup, je me suis plongée dans ce monde. Pour y sortir, c'était pas facile parce que la douleur était là et tout. Et après, bon, maintenant, je remercie Dieu parce que la douleur s'est atténuée. Et comme ça s'est atténué, voilà pourquoi j'ai finalement décidé dernièrement que ça a assez duré. Il n'y a aucune douleur éternelle. Bien qu'elle ne s'efface pas, il est temps que je m'impose cette douleur de ne plus me manipuler. Ça veut dire quoi? Même si tu me lances maintenant le mot ceci, c'est là, on m'a même surnommé ma métier et tout consort, ça me dit plus rien qui vaille parce que j'ai compris que c'est juste utilisé par des personnes plus faibles mentalement qui n'ont rien à proposer de positif pour m'atteindre moi, afin de m'anéantir, de me ramener à leur niveau. Voilà pourquoi j'ai décidé d'abandonner ça. Et ça fait de cela 3 mois aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai décidé et que j'ai vraiment laissé. Et je demande à Dieu de continuer à m'accompagner dans ça parce que la route que je suis en train de prendre ne permet pas que mon image se retrouve n'importe où dans n'importe quoi. C'est vrai qu'à cette époque-là, je ne vais pas dire que je regrette parce que je défendais mes entrailles, mais je ne veux plus me retrouver dans ça, car peu importe la raison, ça fait pas beau, car généralement, l'opinion publique s'en fout parfois de ta douleur, ne s'accroche que sur des choses négatives pour essayer de te détruire. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de sortir de là, parce que à la base, c'est pas moi, et laisser que cela me transforme en ce que je ne suis pas, c'est faire comprendre tout simplement que je n'ai jamais été ce que je suis. Donc, j'y suis plus dans tous les cas, je suis plus dans ça. J'ai mieux à faire. Je me concentre sur ma propre vie. Ça ne veut pas quand même dire que de temps en temps, je peux lancer des lives, s'il y a un sujet sur la toile, on en parle et tout, mais dans le respect, l'harmonie et tout, il n'y a plus d'écrit qui vaille, car ça ne m'enchante plus et je n'en ai plus besoin. Surtout que je suis avec une personne dans ma vie qui est très posée et qui n'aime pas vraiment tout ce baratin. Donc, du coup, il m'a laissé me défouler quand il fallait et je pense que le temps est arrivé et je remercie Dieu de m'avoir guéri de mes douleurs et de mes peines. C'est vrai que la mort d'un enfant, ça ne s'oublie pas, ça ne s'efface non plus, mais j'apprends à vivre avec ça et de me faire à l'idée positivement parce que après la perte de cet enfant, le même jour, je me suis retrouvée à l'hôpital. Toujours, je me suis retrouvée au bloc opératoire parce que le placenta n'était pas sorti, c'était entré. C'était encore entré, l'utérus était fermé. On a dû m'opérer au laser pendant 3 heures de temps, j'ai failli laisser ma vie. Donc je me dis, si le Seigneur m'a sorti de la vivante, c'était parce qu'il a des choses meilleures pour moi. Donc, dans le monde des clans, je ne suis plus et je ne compte plus m'y retourner. Peu importe ce qu'on va utiliser contre moi, je ne vais plus jamais retourner. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour honorer la personne et la valeur que j'ai en fait. Ouais. Donc, Elvira, avant de poursuivre, on a une rubrique ici avec pour slogan, on n'a rien, mais on a la volonté. Je vais faire simple. À chaque fois, il y a des cas qu'on présente et on demande à l'invité de mendier pour ces cas-là, avec son autorisation bien sûr. L'invité peut dire
non, je suis pas disposée pour X ou Y raison. Et ça aussi, c'est tranquille, quoi. Donc actuellement, on Mhm. a une maman qui a le cancer des ovaires. Le cancer a déjà touché le foie. Mhm. Et j'ai envie de poser la question à Elvira ce soir. Est-ce que Elvira pense pouvoir convaincre les plus de 500 personnes qui nous regardent de donner, même si c'est 1 € pour cette maman? Ah, bien sûr que oui. Ce que je peux déjà dire, c'est je ne peux que demander aux personnes de bonne volonté de mettre la main dans la poche si ces personnes peuvent, bien sûr. Et car la santé est la chose la plus importante de la vie. Quand on a la santé, même si on est pauvre, on est plus riche. Donc, si c'est comme c'est un cas qui est là, la personne qui peut vraiment, ça serait très aimable de participer pour pouvoir essayer de sauver la vie de la sœur. Je ne sais pas par quel moyen on fait pour aider, ou c'est par des cadeaux, ou Il y a c'est le par PayPal. virement. Il y a le PayPal en bio, les gars. La maman a Et besoin de moi, 5 chignon à hauteur de 450 000 par chignon. Donc, vous dites que c'est quand même un montant assez élevé. Donc, on essaye tant bien que mal de, voilà, d'atteindre le montant. mhm. Ok, moi, bon, comme je dis, que des personnes qui peuvent mettre la main sur la pâte, et moi personnellement, je n'ai pas de PayPal, mais on va causer une bourse et je ferai de mon mieux pour donner ce que je peux, même si c'est un 50 €, si ça peut mettre la main, que le Seigneur aide et bénisse cela, afin que ça puisse l'aider en fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il y a des gens qui aiment Elvira, qui aiment ce que Elvira fait, considérez ces 1 € comme, je sais pas, comme un encouragement. C'est-à-dire qu'une manière de soutenir Elvira en soutenant cette cause noble. Comme je disais tantôt, le PayPal est en bio. Les gars, faites un geste. Même si c'est 1 €, c'est pas petit. Je sais pas c'est quoi, Wero, j'ai pas, désolé. Donc, merci à Elvira. Euh, la question suivante est celle de demander à Elvira. Est-ce que Elvira pense être un modèle à suivre, un modèle de vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial? Est-ce que Elvira pense être un modèle de vie, un modèle à suivre? Bon, moi personnellement, c'est vrai qu'on ne se jette pas les fleurs soi-même, mais je pense bien avoir beaucoup de qualités pour être une motivation pour une petite sœur qui a perdu espoir, ou bien d'être la motivation d'une grande sœur, d'une sœur qui se dit, j'ai des enfants, je ne peux pas avancer, je pense l'être. Bien vrai que j'ai mes défauts, comme tout le monde, mais ma meilleure qualité, c'est ma motivation de réussir dans la vie, c'est le plus important. Et avec cette motivation-là, je ne peux que motiver aussi mes petites sœurs et mes grandes sœurs et celles qui ont mon âge, de ne pas croire que le fait d'être dans un foyer ou bien d'avoir accouché veut dire que ta vie s'est arrêtée. Avec des enfants ou pas, on peut avancer si on veut. Il suffit juste d'avoir de la persévérance, de persévérer, d'avoir la volonté et la foi. Et on y arrivera là où on ne pensait même pas. Une comme moi, je n'ai jamais caché. Au pays, moi, je n'ai même pas eu le BPC. Moi, quand je suis arrivée en quatrième, j'ai continué ma première fille, j'ai déposé l'école. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je vais finir rien dans ma vie. Voilà pourquoi quand je suis arrivée ici, j'ai dit, le BPC, le bac et tout que je n'ai pas eu là-bas au Cameroun, je vais avoir des diplômes qui vont être pareils que ça ici, qui vont me permettre d'aller de l'avant. Donc, je ne peux que donner beaucoup de courage aux mamans, célibataires, en couple ou pas, de croire en soi et de dire, je veux être ceci. Tu ne travailles pas pour impressionner quelqu'un, tu travailles pour ta propre suivi. Parce que même quand on est marié, il est très important d'avoir ses finances en soi pour que si demain le mari est malade, les enfants aient de quoi manger sur la table. On ne travaille pas pour mépriser son mari à la maison, mais pour faire la concurrence. On travaille d'abord pour soi-même, pour être indépendante, pour être respecté, pour être franchement, pour être fier de soi-même et être l'exemple de ses enfants. Le fait que je réveille mes petits-enfants chaque jour, on sort ici à 5 heures, c'est déjà une éducation très forte pour leur avenir, une motivation qui va rester calée dans leur cerveau. Donc, je ne peux que vous dire de foncer. La langue ne va pas être un frein. C'est vrai, c'est une langue qui n'est pas facile. Je ne vais pas dire que je la parle à 100%, quand même les Allemands font les fautes. Mais je suis fière aujourd'hui de dire que je peux parler cette langue à 80%. En tant qu'une personne qui est venue, ne pouvant même pas dire un seul mot en allemand, qui n'a même pas eu le BPC au pays, j'en suis fière de mes efforts. Et je peux me féliciter moi-même. Ah ça, tu l'as dit, maman, tu as tout dit. Tu peux vraiment te féliciter. Et merci aux fans de Elvira qui ont envoyé 10 €. Grâce à Elvira, Elvira a pu motiver quelqu'un à participer. Vraiment merci à cette personne-là, à ce cœur blanc-là. Elvira, s'il fallait donner un conseil à une personne qui essaie actuellement de s'intégrer en Allemagne, que ce soit un beaux-ailleurs ou pas, que ce soit un étudiant ou alors quelqu'un d'autre, quel conseil donnerais-tu à cette personne? Ce que je vais dire à la personne, c'est qu'ici en Allemagne, la clé, c'est la langue. Et force-toi, ne poursuis pas l'argent, ne cours pas derrière les jobs qui vont te donner 1000 €, 1500 € aujourd'hui, car c'est sans garantie. Que tu aies 40 ans, 50 ans, il serait mieux de faire les cours de langue accélérés en 1 an, 2 ans, de retourner à l'école, faire 3 ans de formation, de sortir à 55 ans, travailler même encore 10 ans, avoir une belle vie, faire ses petites économies, avoir la possibilité d'avoir un crédit pour pouvoir investir au Cameroun au cas où tu veux déjà rentrer. Car la langue ici est la clé de tout pour nous qui venons pour se chercher ici. Que tu sois étudiante ou pas, parce que si tu ne parles pas d'abord la langue, je pense qu'on ne vous prend pas. Donc, franchement, je peux dire aux gens juste, ce que je peux dire aux gens, c'est de se motiver. Beaucoup se motiver. Et surtout, ce que je peux dire à mes jeunes sœurs, c'est que si vous avez un gars auprès de vous, ne vous fiez pas trop au physique de l'homme ou à ses poches. Fiez-vous à la mentalité de la personne. Si c'est une personne à une mentalité positive qui peut t'amener à évoluer, accroche-toi à cette personne, avec lui, vous allez faire beaucoup de choses. Il suffit juste de dialoguer et ça va aller. Parce que beaucoup de gens me posent la question, j'ai fait comment? Moi, quand j'étais en formation, mon mari gardait les enfants.
Et il faisait les cours de langue, il faisait les petits jobs pour laver les toilettes ici dans les supermarchés, comme les AS, les ASC et tout ça là. Et il prenait aussi le petit argent du social. On mélangeait avec ce que je ramenais à la formation. Quand j'ai fini, que j'ai commencé le travail, il a aussi commencé la formation. Et c'était ainsi de suite jusqu'à nous sommes arrivés au bout. Donc, la personne qui a sa petite personne avec qui tu peux t'accrocher, fille comme garçon, accrochez-vous. C'est vrai, c'est beau de rencontrer un mari qui a déjà tout, mais ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette chance. Donc, franchement, réfléchissez quand vous refusez de vous mettre avec une personne peut-être qui vous tend la main et qui vous aime d'un amour sincère, tout simplement parce que cette personne n'a pas d'argent, bien n'est pas physiquement beau, c'est des foutaises. Car l'expérience a prouvé que Didier Drogba, il n'est pas si beau que ça, ou il s'appelle comment, il y a un monsieur là où il est footballeur. On en a vu, mais avec de l'argent, ils se sont bien mis, c'est pour dire quoi. L'importance de l'être humain, sa vraie beauté, c'est pas le physique. C'est ça, ce qui est dans la tête et dans le cœur. Et si vous essayez d'étudier quelqu'un qui a ça, accrochez-vous. Sinon, vous risquerez de mal finir. Ça dit que toi là seulement on peut t'écouter jusqu'à Yamaya. Je voulais prendre l'exemple, ne prenez pas ça mal, pardon. Moi-même, je ne suis pas si belle que ça, mais je me Ouais, débrouille bah, avec. laisse. Nous nous débrouillons tous. Si tu dis qu'on se débrouille, est-ce on peut pas discuter? Toi l'invité, donc c'est toi qui dicte tout ici. Si tu dis que c'est comme ça qu'il est, non, c'est comme ça qu'il est. Non, il On n'est n'est pas pas là, on comme ne ça. suit pas. Et j'ai même fait le monsieur est un brésilien. C'est ça qui m'écrit, voilà, il y a un footballeur, là, il a l'école. Ah, tu veux parler de notre frère là, Vinicius Junior. Pour son nom, oui. C'est Donc, ça. les gens là, ça se mélange, donc ne prenez pas ça en considération. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Les langues, là, les cours de langue, fait une formation. Les petits jobs, ça ne paye pas. Juste si tu veux les faire en parallèle pour arrondir les fins du mois. Mais sinon, vous fiez à ça, ou bien accoucher des enfants pour avoir de l'argent, c'est juste détruire votre avenir, l'avenir de vos enfants. Car cet argent, ce n'est que l'argent des bénis. Oh là là. Il dit que écoutez. Oh Seigneur. Je ne comprends pas comment un beau-ailleurs peut manquer de motivation. Parce qu'on a toutes les voies, on a toutes les possibilités d'aller de l'avant. Ces gens nous tiennent la main, surtout ici en Allemagne. Et c'est parce qu'ils nous tiennent la main qu'on peut faire quelque chose si tu veux. Parce que quand tu as un contrat de formation ici, même étant avec les enfants à la maison, dès que tu présentes le contrat de formation, on trouve la place à l'enfant automatiquement. Ça devient une obligation. On n'allait pas chercher les places sans contrat. Cherchez d'abord les contrats de boulot et cherchez maintenant à avoir des places de formation. Et après ça, maintenant, avec ça, vous partez dans les écoles, à la mairie, on vous trouvera des places. Accoucher n'est pas une raison de ne rien faire. Mais de fort. Les beaux-ailleurs là. Beaux-ailleurs sans ambition n'est que ruine du beau-ça. Mettez ça dans votre tête. Soyez ambitieux comme Elvira. On veut recevoir, hein, c'est-à-dire qu'elle vient de briser en quelques heures le cliché des beaux-ailleurs. Est-ce que, c'est-à-dire que quand tu parles de Beaux-Arts, on dit seulement que, Beaux-Arts, oh, machin. Regardez vous-même le parcours de la dame. Vous voyez son parcours, vous voyez pour son chéri. Oh, on applaudit. Avant de prendre les questions, s'il y a des gens qui aimeraient poser les questions à Elvira dans le sens de l'émission, envoyez déjà vos demandes. Maintenant, on va demander à Elvira, si le succès était une personne, si le succès était un livre, qu'est-ce que Elvira nous conseillerait ou bien qui Elvira nous conseillerait ce soir? Mon papa, mon feu papa est mon idole. Parce que mon papa lui sort d'une famille très pauvre, tellement pauvre mon papa. Il a été dans une famille, là il est arrivé, il partait à l'internat sans babouche. Et ma maman aussi, ma maman et ma part de source aussi d'espérance de supporter le mariage dans le contexte comme ma part. Parce qu'elle a supporté mon papa quand il n'avait rien à attacher le bâton pour l'envoyer à l'université jusqu'à ce que mon papa devienne dans la vie à une époque ambassadeur du Cameroun en Chine, avant que je ne naisse 50 ans de cela. Et après ça, il a fini contrôleur des finances et des impôts. Et il a toujours été mon modèle. J'ai toujours dit, mon papa, il a réussi dans la vie, je vais réussir dans la vie. Ma maman, elle a supporté le foyer, que Dieu me donne un homme noble avec qui je pourrais supporter toutes les épreuves, quel que soit le parcours avec qui je vais avancer, mais qui m'aime sincèrement. Donc, je ne peux pas aller prendre une tierce personne comme exemple, c'est mon papa, parce que il a montré dans son village, c'est lui qui a ramené le boulot, c'est lui qui a ramené la lumière, c'est lui qui a ramené beaucoup de choses. Donc, il est mon tout, en fait. Là-bas au ciel, il est fier de moi, ça, j'en suis certaine. Ses dernières paroles, quand il meurt d'une courte maladie, un 12 juillet, il me dit, ma fille, je suis très fière de ce que tu es devenue. À l'époque, j'étais fâchée parce que tu avais abandonné l'école pour accoucher. Mais ce que tu es devenue en Allemagne, ça me fait partie le cœur en paix, car j'ai compris que tu as appris de moi beaucoup de choses et tu as appliqué cela. Donc, il est et il restera mon idole. Comme je le dis, moi, depuis mon enfance, je n'ai rien manqué. J'ai souffert plutôt quand je suis sortie de la maison familiale pour devenir quelqu'un dans la vie. Voilà pourquoi mes enfants ne manqueront aussi de rien, même s'il faille que je vende de la tomate. Je vais vendre cette tomate pour que mes enfants puissent avoir toujours le poulet sur la table. Vraiment, ce soir, on a beaucoup appris de toi. Je n'ai pas eu l'occasion de trop parler. Merci à Mélissa qui, grâce à Elvira, vient d'envoyer 10 euros. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. Je n'ai même pas eu l'occasion de placer les questions. C'est-à-dire que c'est comme si tu le disais dans ma tête. Ça coulait seulement, ça coulait. Franchement, bravo. Et on ne peut que te souhaiter d'aller de succès en succès. Que les férues des réseaux sociaux, que je ne sais pas comment je vais qualifier ça, ne te freine pas dans ton parcours, dans ta lancée. Que ce que tu as en tête actuellement, ce projet-là, que demain on puisse t'inviter ici là pour nous parler de ce projet-là. Comment tu es parti du Beaux-Arts, tu es arrivé en Allemagne, comment tu as fait pour avoir cette structure? Est-ce que tu as eu des bâtons dans les roues? Bref, qu'on fasse une émission spéciale pour parler de ton bébé, quoi. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt. D'accord, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ciao. Bisous.